Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va reprendre la dernière partie de ce qu'on n'avait pas fini la dernière fois. La dernière fois, il nous manquait un petit peu tout ce qui était l'indicateur de virage et de symétrie, le principe de fonctionnement et l'instrument, comment il fonctionne. Ok. Donc l'indicateur de virage et de symétrie, il sert à quoi? Il sert quand je commence à prendre mon virage ici. Donc je vais faire comme ça. Et on a dit qu'il y avait quoi qui se passait? Il y a un lacet inverse. Donc quand je commence mon virage comme ça, mon avion il a tendance à faire ça. C'est-à-dire que je vais essayer de le faire comme ça, je commence mon virage et mon avion il a tendance à chasser, en gros chasser de l'arrière. Ok. Du coup, pour savoir à quel point mon avion il n'est pas dans le virage. C'est-à-dire que mon virage, normalement, pour qu'il soit beau, il faudrait qu'il soit bien arrondi comme ça. Si je commence à me décaler trop comme ça ou trop comme ça, c'est dangereux. Et en plus, ça fait que les effets du vent sont pas du tout correctement placés sur mon aile. Donc ça réduit la qualité de mon vol. Pour ça, on a l'indicateur, donc ce qu'on appelle la bille. La bille, c'est quoi? C'est une petite bille qui va se décaler à droite ou à gauche en fonction de si mon avion il est en train de déraper ou en train de glisser. Ok. Donc, dans l'indicateur de virage et de symétrie, on a plusieurs choses. On a ici un cadran, d'accord? Donc, pardon. Ici un cadran. Ah oui, mais toi tu le vois pas du coup. Attends, pointeur laser, si je fais ça. Ici, tu le vois? Ok. Donc ici, j'ai un cadran, d'accord, avec mon avion. Et mon avion, si je commence à me pencher, il y a un gyroscope à l'intérieur qui va aussi pencher le cadran pour que je vois l'angle de mon avion. Ok. Et ensuite, on a la bille ici. La bille, qu'est-ce qui se passe? Si elle commence à partir vers la droite, ça veut dire que mon avion, il est en train de faire ça. D'accord? Donc si elle part d'un côté, ce qu'il va falloir, c'est que j'appuie sur le palonnier du côté où ma bille part. Et ça va redresser l'arrière de mon avion. Ok? Hop. Ah, je peux pas passer comme ça, du coup, quand j'ai le pointeur. Ok, c'est un peu chiant. Hop. Donc, l'indicateur de virage. C'est ce que je vous disais, il s'incline dans le sens du virage et il a deux graduations. Le premier, ça nous permet de savoir que pour faire un 360, c'est-à-dire pour faire un tour complet, il me faudra 2 minutes. Donc, je me mets comme ça et je sais que si je vole pendant 2 minutes, j'aurai fait un tour. Ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, il me permet de faire un 360 mais en 4 minutes. Donc là, c'était l'angle le plus fort et là, c'est un angle un peu moins fort. Donc mon tour, il va falloir être patient. Hein. Ok. Ensuite, la bille, elle permet de s'assurer de la symétrie du virage. Donc si elle est au centre, très bien, je suis en train de faire un joli vol. Pardon. Par contre, si elle est à l'opposé, mon avion, il est en dérapage. Et sinon, il est en glissade. Comment on s'en souvient? Dérapage et glissade, c'est un peu comme dans Mario Kart. Dans Mario Kart, on fait un dérapage. Ouais. Okay. Si je suis en glissade, c'est que mon nez, si mon avion il est censé être comme ça, mon nez il est en train de partir vers l'extérieur. Donc glissade et dérapage, c'est au contraire, je suis vers l'intérieur du virage. Ok. Voilà. Donc il faut connaître ces deux-là. Il faut se souvenir de dérapage et glissade. D'accord. Et pour mettre la bille au centre, il va falloir pousser, avec les pieds, pour venir recaler les fesses de l'avion sur la bonne trajectoire. Pour tout ce qui est dans les vélivols, donc c'est dans les appareils plus légers, eux ils n'ont pas une bille, ils utilisent juste un fil de laine qui est à l'arrière. Et le fil de laine va se mettre sur la droite ou sur la gauche, en fonction de s'ils sont en train de... Voilà. Ça se met dans le lit du vent, et donc du coup il faut ramener le fil au centre. Par contre sur les vélivols, donc ce qu'ils nous conseillent par nous, hein, c'est qu'avec les pieds, eux, il faut qu'ils poussent du côté opposé au fil, contrairement à nous. Parce que nous, on a un effet ici, on avait dit, hein, si je mets du pied à droite, ça va vers la droite, et donc du coup, mon avion, il a tendance à tourner à droite. Ok. Voilà. Là, on a l'indicateur de virage, on a un petit exemple de l'indicateur de virage. Si ça t'arrange, tu peux éteindre la lumière, si tu préfères, pour y voir mieux au vidéoprojecteur. Je sais pas ce qui est le mieux pour toi. Eux, ils y voient déjà bien, mais toi, voilà. Ok, tu vois mieux? Ok. Donc, ici, on voit bien que... Hop, je vais prendre le pointeur laser. Quand mon avion il est à l'horizontale normale, d'accord, on voit que mon aiguille elle est bien au centre. Ici, je suis en train de faire un virage, d'accord, et je suis en train de faire un virage en glissant.
Donc en glissant, ça veut dire que mon nez, il est trop à l'intérieur du virage. Donc ma bille, on le voit, elle est trop vers l'intérieur du virage aussi. Comment je compense la glissade? Je vais mettre du pied à gauche. Ok? Bon, je ne fais pas tous les exemples, hein, c'est tous les cas possibles de toutes les possibilités. Ça va l'idée? Ouais. Pour tout le monde, c'est bon? Bon, je suppose que c'est bon du coup. Ok. Ensuite, donc lors d'un virage, c'est ce qu'on disait, hein, si la bille elle est à l'extérieur du virage, le virage est dérapé, et si c'est à l'intérieur, hop, pardon, j'ai eu une demande pour rejoindre. Ok. Ah, il y a des bugs sur quoi, Riyad? Bon. Bon, ça on l'a déjà dit, d'accord? On va avancer un petit peu. J'attends que Riyad me dise sur quoi il y a des bugs. Donc l'horizon artificiel. Alors l'horizon artificiel, c'est quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais. C'est quoi? C'est ce qui montre le ciel et la terre et ça montre dans quelle position l'avion est par rapport au sol. Ouais, exactement. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'horizon artificiel, il y a plusieurs éléments intéressants. C'est que l'horizon artificiel, il nous sert à quoi? C'est quand on n'a pas de visibilité à l'extérieur. Imaginons, on passe, alors on passe pas dans des nuages, mais on a une visibilité réduite. Ça va nous permettre d'avoir, outre nos sensations à nous qui peuvent être faussées par les forces d'attraction et les forces de centrifuge et tout ça. Ah mince, ok. Est-ce que vous avez le problème les autres aussi ou pas? D'accord. Bon, mais Riyad, ça doit être toi, ta connexion qui est pas terrible. De toute façon, je vais mettre le replay sur YouTube. J'enregistre en bonne qualité là. Donc j'espère que ça marchera pour toi et fais au mieux. Sinon, au pire, tu le regarderas quoi. Ok? Désolé. Donc, c'est fait pour le pilotage où on a peu de visibilité. Donc, c'est quoi? C'est composé d'un gyroscope. Alors, c'est quoi un gyroscope? Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors un gyroscope, c'est comme une toupie. Est-ce qu'on l'a ici? Non, je ne l'ai pas tout de suite. Je l'ai après. Alors, le gyroscope, imaginez une toupie, un disque qui tourne très vite. Quand j'ai un disque qui tourne très vite, je vais le faire au tableau. Ici, je vais faire... Ça, c'est un disque. Ok? Un disque en métal. Hein. S'il tourne très vite, en fait, donc là, je le fais tourner très très vite, hein, ce disque-là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe que si j'essaye de tirer sur les axes, le gyroscope, il ne veut pas bouger. D'accord? Donc l'avantage d'un gyroscope, c'est que si je suis en l'air et que je mets ça dans une boîte et qu'il peut se déplacer vers le haut, vers le bas et tourner, le gyroscope, il aura toujours tendance à garder son axe où il avait été lancé. Donc ce qui est pratique, c'est que si mon avion commence à tourner et à se mettre dans ce sens-là, le gyroscope, il restera face. Mais si je commence à me tourner, à l'intérieur, mon gyroscope, il va rester quand même comme ça. Et donc, si j'ai rattaché mon gyroscope à un cadran, par exemple, eh bien mon cadran, il va tourner en fonction de comment mon gyroscope est resté. Voilà un petit peu l'idée, d'accord? Et du coup, le gyroscope va maintenir sa pile poil son axe, et c'est les cadrans qui sont autour qui vont tourner, et on va nous utiliser des systèmes pour que quand ça tourne, ça vienne faire tourner un cadran comme ça vienne décaler mon avion comme ça, etc., etc. Voilà, il y a de la mécanique après. Voilà. Mais le concept, c'est vraiment le concept du gyroscope. Ok? Et nous, on a la partie maquette qui nous sert pour faire ça. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le gyroscope, normalement, il se maintient fixe, mais petit à petit, il peut avoir une dérive dans le temps. D'accord? Donc, de temps en temps, il faut le recaler. Ok? Et il faut éviter les manœuvres trop violentes. Parce que si je fais une manœuvre violente, les frottements légers qu'il y a ici peuvent quand même le faire bouger un petit peu. Bon, en même temps, on n'est pas là pour faire des manœuvres violentes, hein, nous en aéronautique, pour l'instant, sauf si vous faites de la voltige, mais ça, vous verrez plus tard. Donc ici, ah ben voilà, là j'ai un meilleur schéma. Alors je vais rééteindre la lumière pour toi. Ok. Ici, j'ai un meilleur schéma. Donc là, on voit bien ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ici, j'ai un axe avec un disque métallique qui a un certain poids, d'accord, et qui tourne. Et quand ce disque métallique, il a tendance à se décaler comme ça d'un côté ou de l'autre, donc j'ai l'axe qui est comme ça là,
hop, je vais me mettre ici. J'ai l'axe qui est comme ça, hop, ici. Si mon disque métallique se penche, en fait, c'est pas que l'axe métallique s'est penché, c'est que mon avion s'est penché. Voilà. Si l'avion s'est penché par rapport à l'axe, si j'ai attaché mon gyroscope à un cadran ou à un petit avion, eh bien mon avion va se pencher comme le gyroscope. Ou plutôt, c'est tout le reste de l'avion qui se penche par rapport au petit bonhomme, quoi. Ok? Ça va l'idée? Voilà. Donc là, ici, c'est le principe du gyroscope. Et après, bien sûr, il y a des mécaniques pour maintenir ça. Il faut que cette toupie, pour que ça marche, il faut absolument que la toupie, elle tourne tout le temps. Donc il faut qu'il y ait un moteur quelque part qui vienne en permanence faire tourner la toupie. Ok? Parce que ça ne marche que parce que c'est un poids en rotation. Voilà un peu l'idée. Et après, il y a des systèmes qui permettent de mesurer les autres systèmes pour pouvoir les reporter sur d'autres éléments de notre avion. Voilà. Donc ici, ça ressemble à ce que tu nous disais, Thomas. Donc, sur ça, je vois quoi? Sur ça, je vois la représentation ici de mon avion. Ça, c'est mon avion. Ensuite, ici, je vois quoi? Je vois le ciel. Et en bas, je vois plus ou moins la Terre. D'accord? Et ça, c'est mon horizon. Si je suis en vol stationnaire, d'accord? Stationnaire, c'est-à-dire je monte plus et je descends plus. Est-ce que ça veut dire que nécessairement mes ailes seront au niveau ici? Oui. Et non. Non. Pourquoi? Parce que, en fait, mon avion, en vol stationnaire, il peut voler légèrement comme ça. D'accord? Parce que il y a des forces, il n'y a pas forcément assez de portance, etc. Donc en fait, en vol stationnaire, mon avion, il n'a pas tout le temps les ailes au niveau de l'horizon artificiel. Il peut avoir les ailes un petit peu au-dessus. Ok? Bon, ce qui est sûr. Ok. Ce qui est sûr, c'est que cet horizon artificiel, il va nous servir à deux choses. Le cadran autour. Quand ici, ça se décale, ça me donne l'angle d'inclinaison de mon avion. Et ensuite, ici, mon avion, s'il est au-dessus de l'horizon, je sais que j'ai un angle ici de 10 degrés en assiette à cabrer. Et si je suis en bas, j'ai aussi des petites graduations, hein, et je peux savoir que je suis à une assiette à piquer de 10 degrés, par exemple, ou de 20 degrés. Voilà. Donc ici, bon ça je vous l'ai dit, hein. Ok. Et là, par exemple, on peut venir commenter ça. Donc là, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de petit avion, mais on peut quand même faire quelques petits commentaires. Ça, c'est mon avion en noir. Ok. Donc là, je peux dire que je suis comment? En assiette Cabré. à cabrer. Et en plus, est-ce que je suis en train de faire un virage à droite ou un virage à gauche? À gauche. Je suis en train de faire ici un virage à gauche. Donc, effectivement, ici, je suis en train de monter. Enfin, en tout cas, je suis en assiette à cabrer et en virage à gauche. Le deuxième. Hop. Hop. Voilà. Le deuxième. Stationnaire et on tourne légèrement à droite. Ouais, alors oui, effectivement. Donc là, Thomas nous propose qu'on est en vol en palier et très légèrement à droite parce qu'on voit un tout petit peu de blanc ici parce que la personne qui a fait le truc sous Paint les a pas alignés. Voilà, ok, vol rectiligne en palier. Et celui-là, on voit qu'on est en train d'avoir une assiette à piquer et un virage à droite. Est-ce que ça va pour tout le monde là, cette explication sur l'horizon artificiel? Bon, je pense que l'horizon artificiel, c'est l'élément le plus simple à comprendre. Ok? Est-ce qu'on te voit? Je sais pas. J'ai pas activé les caméras en fait pour vous. Moi, je regarde pas. Riyad. Non, on voit pas ta caméra, mais en même temps, personnellement, je regarde pas. Je me suis mis en plein écran pour voir vraiment ce que je projette. Ok? On passe au compas magnétique. Allez, alors là, c'est pas forcément les plus simples. Hein. Principe de fonctionnement, c'est quoi? C'est que la Terre, vous le savez peut-être, ça se comporte comme un aimant géant. D'accord? Alors déjà, ici, voilà, ok. Et les aiguilles des boussoles, elles ont tendance à faire quoi? Ben, s'alignent vers l'aimant. Donc en gros, quand j'ai un champ magnétique, la boussole, elle s'aligne vers l'aimant. D'accord? Donc, il reste un souci. C'est que si je le trace ici, hop, ouf, c'était un peu violent. Ça,
c'est mon nord magnétique. Ok. Donc le nord magnétique, c'est là où j'ai l'aimant, comme ça. Ben, en fait, il faut savoir que le nord magnétique, il tourne petit à petit autour de la Terre, par rapport à ce que nous on appelle le nord géographique. Ok. Il y a un léger écart entre les deux. D'accord. Oui, oui, tu es présent, Riyad. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouais. Donc, notre boussole s'aligne toujours par rapport au nord magnétique et pas par rapport au nord géographique. D'accord? Bon, c'est pas critique parce que souvent, nous, de loin, on l'utilise pas sur des distances énormes. Mais si on allait d'en bas à tout en haut, ben, ça nous poserait problème. Ok? Donc, faut y penser parce que ça peut être problématique. Le compas magnétique, c'est qu'une boussole en fait. Ça indique le nord magnétique. D'accord? Donc, il faut savoir qu'il faut compter ce qu'on appelle la déclinaison. Donc ça, c'est l'angle entre les deux, c'est la déclinaison. D'accord. Est-ce qu'on vous le donne dans ce truc-là? Non. Hop. Merde, pardon. Je me souviens plus de la valeur exacte, donc plutôt que de vous dire une connerie. Blablabla. Alors, la déclinaison magnétique. Bon, ils veulent pas nous le dire. L'écart, c'est à peu près 1 degré 25 est. Voilà. Donc ça reste raisonnable entre voilà. Déclinaison pour aujourd'hui, on est à 0,41 degrés. On a une dérive de 0,13 tous les ans. Donc là ici, on est à 0,41 degrés. Moins de 1 degré. Mais quand on était dans les années 1600, on était à 9 degrés. En fait, le nord magnétique, il bouge en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Parce que, en fait, à l'intérieur de la Terre, vous savez, il y a le magma qui est en fusion, tout ça. Bon, je rentre pas dans les détails après, mais comme c'est des métaux, ben, ça fait plein de choses. Bref, donc, le problème, c'est que le compas magnétique, il va être sensible à tout ce qui est perturbation électromagnétique autour. En gros, imaginez si vous avez un orage ou comme ça, le compas magnétique peut être attiré par des charges électrostatiques avant qu'il y ait l'orage. Voilà. Mais du coup, on ne peut pas non plus trop lui faire confiance. C'est bien comme ordre de grandeur, mais c'est pas non plus... voilà. Et ça, c'est ce qu'on disait, la courbe des déviations. En fait, on a souvent, à côté du compas, on a souvent une petite carte qui nous dit « Attention, tu as un écart de temps et temps » par rapport entre le nord magnétique et le nord géographique. Donc l'instrument, il ressemble à quoi? Ben, en fait, ça ressemble vraiment comme une boussole. Alors, soit c'est une boussole sous forme de truc qui va tourner, soit ça va être une boussole plate. Ok? Là, ici, c'est une boule. Ou sinon, ça peut être une boussole plate un peu plus classique. Là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lit directement la direction où on est. Pas de souci, Christian. Bonne journée. Alors, quand on ne bouge pas, c'est très fiable. Le problème, c'est qu'en fait, quand on est en virage, c'est une lecture qui est complètement fausse. Donc en fait, la boussole magnétique, il va falloir la recaler, et on va la recaler grâce à quoi? Grâce au compas. Ok? Alors quand je dis boussole magnétique, c'est le conservateur de cap, ok? Voilà. Et dès que je suis en train de faire un virage, le problème, c'est qu'il va y avoir des erreurs de lecture de la boussole magnétique. Donc du coup, il faut vraiment pas le croire parce que regardez, à 30 degrés, ça peut atteindre 180 d'erreurs. Donc ça pourrait carrément me dire la direction inverse. Ouais. Donc on la regarde, cet instrument-là, que quand je suis en vol rectiligne, droit, plat, tout ça. Ok? Ah, bref, ma souris est bloquée. Pourquoi? Ok. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, le conservateur de cap, pardon. Alors, le conservateur de cap, il a le principe de fonctionnement, c'est que c'est encore de nouveau un gyroscope. D'accord? On a encore de nouveau la même idée, et ça garde le nord magnétique. L'avantage, c'est qu'on a dit que ce genre de truc avec les gyroscopes, c'est assez stable. D'accord? Donc, ce qui est bien, c'est que ça va être stable, même un peu pendant les virages. Mais l'inconvénient, c'est que de temps en temps, ça va petit à petit, ça peut dévier. Alors que le nord magnétique, lui, il dévie pas sur le long terme,
tant que je suis en vol plat, il va être tranquille vers le nord magnétique. Mais par contre, quand je suis en train de faire des virages, il n'est pas terrible. Donc en fait, il y en a un qui est bien pour les trucs lents et l'autre qui est bien pour les trucs rapides. Pour les mouvements lents et pour les mouvements rapides. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Ça permet de garder une indication plus fiable quand on est en virage. D'accord ? Par exemple, quand on est à 20 degrés d'inclinaison, on a un écart de 4 degrés. Okay, et quand je suis à 30 degrés, tout à l'heure on avait 180, là on n'a que 10 degrés. Donc en fait, ça veut dire que quand je suis en virage, ma lecture elle est quand même pas mal. 10 degrés d'écart, c'est pas énorme. Hein. Ok ? Et quand je suis à 60 degrés, alors déjà à 60 degrés d'inclinaison, 30 degrés c'est ça, 60 degrés ça fait déjà un gros virage. Hein. 60 degrés, c'est pas les virages normaux. C'est rare, non? Hein? C'est un peu rare. Ouais, nous on n'en fera pas. Nous quand on vole, les degrés normaux de virage, c'est 10, 20, 30 au maximum. Là on est à 30. Et vous verrez que déjà à 30, on a l'impression de tourner. Hein. Vraiment, c'est déjà bien. Voilà. Donc jusqu'à 30 degrés, on peut considérer que l'écart il est négligeable vu que les traits ils sont que tous les 10 degrés. Ça veut dire qu'on se trompe au pire d'un trait, ça veut dire qu'on a quand même la bonne direction, quoi. C'est pas mal. Ok ? Voilà. L'inconvénient, c'est que de temps en temps, il va falloir le recaler. Donc quand je serai en vol rectiligne, j'utiliserai mon compas magnétique pour recaler mon instrument gyroscopique, mon conservateur de cap. Voilà. Donc les deux, vous voyez, il faut jouer avec les deux et il faut savoir lequel est utile dans quel moment. Voilà. Ok. Comment il fonctionne ? On l'avait dit déjà un petit peu tout à l'heure. Hein. Ici, j'ai une représentation de l'avion avec directement les éléments de l'axe en face de moi. Donc du coup, on a directement tout ce qu'il faut. Quoi. Ok ? Quand on a besoin de s'aider, ici, là, je ne sais pas si on le voit, on peut placer, il faut que je reprenne les pointeurs laser, on peut venir placer des petits points sur la couronne pour fixer un cap. Ce qui me permettra de, moi, quand je vole, je vois directement, attention, mon cap, le cap que j'avais fixé, il était plutôt ici. Et donc, je vais pouvoir recaler ensuite, en tournant l'avion, je vais pouvoir tourner pour revenir me recaler sur le bon cap. Ok ? Voilà. Mais c'est des index qu'on vient de tourner avec une petite molette. Hein. Voilà. Quand on est équipé au vol aux instruments, on va en parler juste après, on peut trouver des trucs en plus sur le conservateur de cap pour s'aider. On va y venir, d'accord ? Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde ? En ligne, ça va ? Vous arrivez à suivre à peu près ? La gestion et les explications, c'est pas trop compliqué ? Je sais pas si la gestion des caméras, ça se passe bien. Le son aussi ? Ouais. Ok. Bon, cool. Tant mieux. Du coup, là, on attaque la partie la plus compliquée des instruments de bord. C'est tout ce qui va nous servir au vol aux instruments. Alors, plus ou moins. Dedans, on a quoi ? Alors, on a le radiocompas. Je vais essayer de m'organiser pour vous écrire tout ce qu'il faut ici. Si tu vois pas bien, tu me le dis, hein, Thomas. Ok ? Le radiocompas. Alors, le radiocompas, c'est appelé... Donc, je vais l'écrire ici. C'est ce qu'on appelle l'ADF. Alors, ADF... Ah mince, j'ai pas cliqué, pardon. Donc vous l'avez directement sur le PowerPoint. Hein. C'est Automatic Direction Finder. Ok ? Alors, en fait, il est composé de deux choses, le radiocompas. Il est composé d'un émetteur et d'un récepteur. Ok ? Donc, ça, c'est le récepteur. Et ça, c'est l'émetteur. L'émetteur s'appelle NDB, Non-Directional Beacon. Ok, Beacon, c'est l'émetteur. Pour ceux qui ont joué un peu à Minecraft, c'est l'émetteur. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les émetteurs, il y en a deux types. Soit c'est un NDB, soit c'est ce qu'on appelle un lock. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est qu'il y en a un, le lock, il n'est pas puissant. D'accord ? Et là, il est un peu plus puissant. Donc tous les deux sont des émetteurs et il y en a qui s'appellent NDB ou lock en fonction de leur puissance. Ok ? Bonne journée. Donc, au sol, qu'est-ce qui se passe ? Au sol, mon émetteur, il émet dans toutes les directions. D'accord ? Et le récepteur, lui, il est capable de mesurer de quel axe est venu l'élément.
Alors, je vous fais un dessin. Ici, j'ai un émetteur. Ok. Mon émetteur, il va émettre dans toutes les directions comme ça. Hop, hop. D'accord. Et mon avion, qui est là. Alors attention, dessin de qualité encore une fois. Hein. Hop. Ça va pas en s'améliorant. Mes avions sont de plus en plus dégueulasses. Ok. Hop là. C'est mon avion. Ok, c'est bon. Mon avion est capable de déterminer depuis quel angle il a reçu. Donc ici, lui, il mesure depuis quel angle il a reçu ici l'information. D'accord? Alors, c'est un angle qu'il mesure par rapport toujours à l'axe de l'avion. Donc c'est un angle qu'il mesure là. Il est capable de dire, ah attention, là je sais que l'émetteur, il était à moins tant de degrés. Okay, ce qui nous permet de savoir dans quelle direction était la balise. C'est bon? L'ADF, c'est très répandu et c'est très simple. Et du coup, voilà, je réfléchis si j'avais un autre truc à vous dire. Pourquoi c'est utilisé? Le locator, il est utilisé surtout pour baliser, par exemple, les axes de piste. Vu que c'est un pas puissant, il faut que ça soit utile vraiment quand on n'est pas loin de la piste. Et comme lui, il est plus puissant, c'est utilisé pour la navigation. Vu que c'est à plus de puissance, plus de portée, c'est capable d'aller plus loin. L'indicateur qu'on va avoir sur notre radio-compas, là, ça peut être couplé à un gyrocompas en plus. Et dans ce cas-là, c'est un nom spécial, c'est le RMI. C'est le Radio-Magnetic Indicator, mais bon, on s'en fout. Je vous l'expliquerai un peu plus tard. Radio-compas, on a dit qu'il y avait donc du coup les... Ah ben ça, je vous l'ai dit déjà. Que s'il y en avait pour la navigation, c'est les NDB, vu qu'ils sont puissants, ils peuvent nous aider à naviguer. Et les locators, c'est vraiment quand on veut trouver la bonne piste pour savoir de quel côté elle est. Ok ? Ces trucs-là, ce qu'il faut se souvenir, c'est que ça, là, on est plutôt dans les basses fréquences. D'accord ? C'est-à-dire que là, ici, si on regarde les fréquences, on est autour de 200 kg. Donc tout ça, c'est du basse fréquence. Ça va être important parce qu'on va avoir d'autres éléments qui vont être en haute fréquence. Et heureusement, tous les éléments émettent pas sur les mêmes fréquences pour pas que ce soit le bordel. Ok. Donc l'ADF, il possède une bonne portée et l'information donnée au pilote, elle est en continu. D'accord ? C'est-à-dire qu'en permanence, la balise, elle émet dans toutes les directions. En permanence. Ok ? Et c'est vraiment une mesure. Là, ici, la balise, elle émet, on peut imaginer que c'est un caillou dans l'eau, quoi. Elle émet d'un coup dans toutes les directions. Elle s'en fout qu'il y ait un avion ou qu'il n'y ait pas un avion. Elle émet quand même. C'est un peu comme une onde. Ouais, exactement. C'est une onde omnidirectionnelle. Ok ? Voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est que cette précision-là, c'est pas transcendant. Ok ? On n'a pas une précision sur ça. Et en plus, si j'ai des nuages, l'onde qui est arrivée ici, elle peut avoir rebondi. Donc quand j'ai des nuages, je ne sais pas si vous y voyez bien là sur ça. Ouais. Vous y voyez bien le dessin ou pas? Ok. Parce qu'il faut ouais, c'est que c'est au lycée où je suis pas en bonne qualité. Ok. Donc ici l'onde, elle peut se réfléchir et donc du coup, le problème c'est que mon radio-compas, eh bien, en fait, il peut me donner la direction des nuages et pas la direction de la balise. Donc, il faut faire attention à ça. Ok ? Voilà. Et en plus, sur la haute atmosphère, ça peut aussi, si j'avais une autre balise qui est là, ça peut aussi pointer vers le haut et rebondir sur l'atmosphère. Donc, il faut faire attention, c'est que ça, c'est bien, mais c'est pas le meilleur outil qu'on a. D'accord ? Merci, Emma. Alors, deuxième outil, le VOR. Alors, le VOR, je vais l'écrire ici. Hop. Donc, ce qu'il faut retenir là, sur ça, c'est à peu près l'idée du dessin, c'est que c'est une balise qui émet dans toutes les directions, comme ça, et que c'est l'avion qui fait sa mesure depuis quelle direction il a reçu, de quel angle il a reçu l'onde. Ok ? Voilà. Allez, j'efface ça du coup. Donc ça, c'était le radio-compas, qui était en basse fréquence. Maintenant, on a le VOR. Alors, VOR, ça veut dire VHF Omni Range. Omni
range. Ok. Voilà le VOR. Alors, le VOR, en termes de fréquence, on est plus haut en fréquence, forcément. On est en moyenne et haute fréquence. Voire plutôt en haute fréquence. Hein. Ah, ben c'est écrit dans le texte. Faut que j'arrête de me spoiler tout seul. Donc, c'est composé de deux choses. Bon, c'est pas grave, je vais continuer à me spoiler parce que j'aime bien. C'est composé, encore une fois, d'une balise au sol. Ok. Et c'est composé forcément d'un récepteur. Donc là, j'ai un récepteur aussi. Et forcément, hein, de toute façon, tous les outils de navigation, il faut un truc qui émet, un truc qui reçoit pour faire des mesures. En tout cas, dans les instruments comme ça, qui sont avec des balises au sol. Ok. Et dans le récepteur, on va retrouver le fait qu'il y a un afficheur. Et cet afficheur, c'est ce qu'il y a écrit juste à la suite. Alors, qui peut être soit RMI, soit OBS. Ça vous permet de sélectionner un QDM. Waouh, ou un radial. Ça veut dire quoi? Parce que là, on a l'impression de parler chinois. L'afficheur, il peut être de deux types, soit RMI, soit OBS. Ok. Alors, RMI, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était du radiomagnétique indicator. Donc là, c'est radiomagnétique indicator. On le verra tout ça quand on verra la navigation et tout ça. Hein. Mais c'est pour que vous ayez les mots. Et le OBS, ça veut dire Omni Bearing Sensor. Alors des fois c'est OBI pour indicator ou OBS pour sensor. Ok. Ça veut dire quoi pour sélectionner une route magnétique? Ça veut dire qu'en fait mon récepteur ici, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Mon récepteur, lui, il m'envoie des messages différents selon les directions. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il tourne, il change un tout petit peu le message. Donc, quand mon avion, ici... Waouh. Putain, ça ressemble de plus en plus à une mouche, mais c'est pas grave. Quand mon avion reçoit le message, en fait, il peut mesurer, peu importe son orientation, il peut mesurer de quelle route magnétique il vient. Et ça, c'est ce qu'on appelle... Cette ligne-là, ce serait le QDM. Okay, bon, je ne rentre pas dans le détail de le radial ou QDM. C'est en gros, mon avion, peu importe dans quelle orientation il est, mon avion ici, là, il mesure toujours le même QDM. Parce qu'il est toujours sur le même axe de ma balise. Et ma balise, elle mesure ça par rapport au nord magnétique. Elle s'en fout qu'il y ait un avion ou pas. Elle mesure par rapport au nord magnétique. Alors que tout à l'heure, si j'avais eu mes deux avions avec le radiocompas, si j'avais eu mon avion qui était comme ça ou comme ça, il mesure l'angle par rapport au nez de l'avion. Donc du coup, c'est pas du tout le même concept. Ça va un peu la différence? Ouais. En ligne aussi, ça va? Vous avez compris la différence malgré la qualité de mes dessins? Ouais. Pas de questions? Ok. Bon, n'hésitez pas. Ok. Et donc, la barre, on va avoir une barre verticale qui va nous dire est-ce que je suis vers le bon côté ou pas de ma route magnétique que je vise. Parce qu'en fait, si mon avion il est là, il reçoit la mauvaise indication de route magnétique et il sait que je dois aller plus vers là-bas. Voilà. Ok? Alors, je sais que celui-là, il n'est pas évident. Et en plus, il y a un indicateur to from sur l'indicateur. Alors, il va y avoir un super dessin, mais je vais quand même vous le faire ici. En fait, dans ce VOR, j'ai trois petits points comme ça, et je vais avoir une barre qui me dit est-ce que je suis sur la bonne route magnétique que j'avais sélectionnée. C'est-à-dire qu'à l'avance, il faut que j'ai sélectionné une route magnétique qui m'intéressait. Je sais que pour cette balise-là, je vais être sur un QDM de temps. D'accord? Et, qu'est-ce que je disais? Il va y avoir, dans ce diagramme-là, que je le fasse correctement, il va y avoir deux petits triangles, un triangle vers le haut qui s'appelle to, et un triangle vers le bas qui s'appelle from. Et vous allez me dire, what? Ben, je vais vous expliquer. Ok. Merci Riyad. Il a dit, super cool le dessin, futur professionnel. Alors, j'ai le to et le from, et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et bien sûr, il faut que je puisse régler ici. Là, je sélectionne le radial qui m'intéresse. C'est-à-dire, quand je me suis réglé sur telle balise, je vais dire, je veux pour telle balise
mon avion il est là, mais je veux sélectionner le radial. J'aimerais bien me placer sur le radial 60 degrés. Hop, j'ai sélectionné celui-là. Et cet élément-là, une fois que je lui ai dit quel radial je voulais, il va se décaler comme ça vers la droite et vers la gauche, et il va me dire attention, t'es pas du bon côté, et on va savoir ce qu'il faut faire. Il y a un super schéma après, donc je vais vous le montrer, d'accord? Le VOR, il est hyper répandu sur les avions, d'accord? Il y en a vraiment partout, même dans les aéroclubs et tout ça. Des petites balises VOR. Il existe deux types de balises, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les balises au sol, j'avais préparé quand même mon terrain, hein. Il en existe deux types. On a ce qu'on appelle, alors je vais essayer de les mettre dans l'ordre, le nav, donc les balises de type nav. Alors les balises de type nav, c'est les VOR de navigation. Encore une fois, on retrouve l'idée de tout à l'heure, hein. C'est celle de navigation. Pourquoi c'est celle de navigation? Ben, on en a d'autres, c'est ce qu'on appelle les balises T pour terminaux. La différence entre les deux, c'est que celles-là, elles sont plus puissantes, elles servent à la navigation, et celles-là, elles sont moins puissantes, elles servent plutôt quand on n'est pas très loin. Voilà, on retrouve la même idée que ce qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'elles ont des noms particuliers. Ok, c'est sur les terrains. Voilà. Et en plus, les deux n'ont pas les mêmes fréquences exactement. Voilà. Donc, si on regarde le VOR, alors je vais éteindre la lumière parce que sinon tu ne vas rien y voir. C'est bon, en ligne, je peux éteindre la lumière? Allez, ok. Du coup, ici, hop là, laser pointer, ok. Donc, ici, je vous disais, là j'ai un bouton en bas qui va me permettre de sélectionner quelle est la route magnétique que je veux suivre sur ma balise, d'accord? Et ensuite, ici, j'ai l'aiguille là, qu'on voit là verticalement, qui va me dire est-ce que je suis du bon côté ou pas. D'accord? Là, on a, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit les deux petits triangles que je vous disais, ce qu'on appelle le to et le from, qui va me dire où est-ce que je suis par rapport à la balise. Je vais vous l'expliquer juste après ça. Voilà, et là j'ai un petit pointeur qui me donne le réglage que j'ai choisi. Ok? Ok. Bon, ça on s'en fout. Nav, T, c'est ce que je vous disais, hein. C'est la puissance qui n'est pas la même. On voit que le T, il est 10 fois moins puissant que le Nav. D'accord? Et donc du coup, la portée du T, c'est à peu près 25. Alors c'est quoi NM? Non. Ah. Alors c'est pas des newton-mètres. Ah. Non. NM, c'est quoi? Imaginez bien qu'une portée, c'est quoi qu'on cherche? C'est Distance. une distance. Une distance, nous, en Europe, on a les mètres. Souvenez-vous qu'en aéronautique, souvent, on n'utilise pas les trucs comme ça. Alors, Emma propose le nanomètre. Non, nanomètre, ce serait avec un N minuscule. Pensez bien qu'en aéronautique, on utilise beaucoup les unités anglo-saxonnes. C'est quoi une unité anglo-saxonne de distance? Exactement, les nœuds. Ah, Et alors, oui. pourquoi? En fait, ici, c'est nautic miles, les nœuds nautiques. Ok, voilà, donc là on est dans l'unité anglo-saxonne. Alors il faut savoir qu'un nœud nautique, c'est environ 1852 mètres. Donc je vais l'écrire au tableau, mais je vous le redirai. 1 nm égale 1852 mètres. Ça c'est quelque chose qu'il faut se souvenir, dont il faut se souvenir plutôt, pardon. Voilà, 1 nm c'est 1852 mètres. Donc, un miles nautique, c'est 1,8 km. Ok? Ça va l'idée? Ok. Et là, on vous dit un truc un peu compliqué. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous l'expliquer, parce que c'est illisible. Ok? Je vais expliquer ce que c'est le to et le from. Alors, wow, c'était violent. Je reprends l'idée de ma route que j'avais ici tout à l'heure, d'accord? Donc là, ça c'est la route que j'ai envie de suivre, d'accord? Donc attention, la route qui est là, elle s'appelle peut-être, si je reprends mon truc correctement, c'est, hop, plop, plop, plop. Par exemple, elle s'appelle 30 degrés, ok? Bon, là c'est pas 30 degrés, ce serait
peut-être plus 60. Bon, on va dire 60 degrés vu mon dessin. Ok. Mais la route qui est ici, ben, ça ne peut être pas 60 degrés. Ok. Mais bon, mon avion, il peut quand même être sur la même ligne comme ça. Je viens couper en perpendiculaire à cette ligne-là, ici. D'accord? Et si je suis... Donc là, j'essaye d'aller vers le 60 degrés. Donc si mon avion, il était par ici, hein, hop, putain, c'est vraiment très bien dessiné. Donc j'abandonne mon avion qui est là-bas. Je veux aller vers le 60 degrés. Quand je suis avant le rouge, je suis en secteur qu'on appelle tout. C'est-à-dire que je me rapproche de la balise. Et quand je suis après, je suis ce qu'on appelle en secteur from. C'est-à-dire que je viens depuis la balise. Donc je suis en train d'essayer de m'éloigner de la balise. D'accord? Pourquoi c'est important? Eh bien c'est important parce que, suivant dans quel secteur je suis, l'indicateur que j'ai ici, il faut que je pense à aller du côté de la barre ou aller de l'autre côté de la barre. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée, quoi. Ok? La barre ici, quand je suis là, vous voyez, c'est l'exemple que j'ai ici, là, au tableau. Si je prends là, comme je me dirige vers la bonne direction, bon, c'est barre au centre. Jusque-là, c'est facile. Si je suis ici et que je me dirige vers mon 60, mais que je suis un peu... Pardon, il faut que je reprenne le pointeur. Si je me dirige vers mon 60, mais que je suis un petit peu trop à droite, il faut que je retourne à gauche. Donc ma barre, elle est à gauche aussi. D'accord? Par contre, quand je suis en train de m'éloigner du truc, comme je suis trop à gauche, ma barre, elle est à droite. Donc il faut que j'aille à droite. Ok? Donc en fait, il faut en gros, ici, suivre la barre, quoi. Hein. Si on regarde. Le milieu. Quand on est là. Oui, mais si celui qui est horizontal. Là, ici? Ah non, là? Oui, lui. Alors là, le problème, c'est que lui, il est carrément dans le sens opposé. Donc en fait, il faut bien voir que là, il est en secteur from. D'accord? Cet avion-là, il est en secteur from. Donc en fait, si la barre, elle est à gauche, ça veut dire qu'il faut qu'il aille à droite. Ok. Et oui, pour aller là, pour rejoindre l'autre, il faut qu'il aille à droite. Ah. Donc en fait, en secteur from, la barre, elle est inversée pour quand on vient du secteur from. Je suis pas sûr que vous ayez des questions sur ça. Et de toute façon, ce que je vous propose, c'est que ces notions-là, là, qui sont un peu compliquées, on les revoit avec Kevin quand on sera directement à l'aéroclub. Parce que moi, je la maîtrise pas assez pour vraiment... j'ai essayé de comprendre, mais je maîtrise pas assez pour vous expliquer le pourquoi du comment. D'accord? Est-ce que ça va au moins l'idée? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est le concept de secteur to, secteur from. On a une barre et la grosse différence avec lui là-bas, lui il les met dans toutes les directions et il s'en fout. Il émet la même chose dans toutes les directions et lui, il émet un message différent dans chaque direction. Et nous, on décide d'aller vers une direction qu'on sélectionne et cet indicateur va essayer de recaler vers cette direction. Voilà. Donc c'est quand même une grosse différence de concept. Ok. Ça va en ligne? Vous avez bien vu la différence de concept entre les deux? Ok. Bon. Et ce que je disais, on redemandera à Kevin si jamais il y a des questions sur ces trucs-là. Ok. Le VOR, il a une bonne fiabilité. C'est cool. Parce qu'en fait, lui, il envoie toujours le même message à des positions hyper précises. Donc ce qui est cool, c'est que si je sais que sur ma carte, il y a tel VOR à tel endroit et que si je sais que je suis à 60 degrés par rapport à lui, la précision, elle change jamais. Ça ne dépend pas à moi de ma rotation. Donc c'est pratique. Voilà. Voilà, et donc c'est satisfaisant. Et ça peut être couplé à quoi? À un DME. Alors, c'est quoi le DME? Ici, regardez, peu importe que je sois ici, 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 l'information que mon avion reçoit, c'est toujours la même. C'est-à-dire que je connais la direction, mais je ne connais pas ma distance avec cet élément-là. Donc on va voir un petit peu après qu'il y a un autre capteur qui est capable de nous donner la distance par rapport à la balise. Ce qui sera quand même pratique parce que avec là ici j'ai que l'angle. Donc si je voulais connaître ma précision, ma position précisément, je ne peux pas avec un seul. Et du coup avec un deuxième capteur, je pourrais savoir l'angle et la distance. Ok? Et le deuxième avantage, c'est que c'est insensible aux perturbations météo. Vu que c'est un message qui arrive avec un certain angle encodé dans le message, il me dit, lui, là, tu es sur l'angle 60. Alors, c'est dit pas comme ça, hein. C'est pour avoir l'idée. Mais en gros, dans le message, on sait exactement si on est trop à droite, trop à gauche directement, mais c'est pas sensible du coup. Ok? On passe du coup, là, on a fait le plus dur, une fois qu'on a parlé de ça, d'accord? On va parler du DME.
Alors, là, on a dit, on a les directions. Ce qui nous manque, c'est la distance. Et le DME, c'est quoi? Eh bien, c'est la distance. Donc, la distance, le concept, normalement, pour tous ceux qui sont dans les études et qui ont fait un petit peu de physique, ça devrait vous parler. Alors, je vais quand même sortir le truc. DME, ça veut dire quoi? Ça veut dire Distance Measurement Équipement. Alors, je l'ai prononcé à la française, hein, pour que tout le monde le comprenne. Ce serait Distance Measurement Equipment. C'est couplé au VOR, parce que le VOR me donne la direction et le DME me donnera la distance. Il me donne une distance oblique. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que si j'ai ma balise ici, d'accord? Mon avion, si tout va bien, il est en l'air. Bon, si tout va bien, il est un peu moins moche que ça, mais dans l'idée, il est là. Le problème, c'est que mon équipement, il va me donner cette distance-là. Or, quand moi je suis en l'air, ce qui m'intéresse par rapport à lui, c'est, finalement, ça je m'en fous de cette distance, ce serait plutôt la distance horizontale. C'est ça qui m'intéresserait. Le vert, vous le voyez à la caméra? Parce que j'ai dessiné en vert, mais... Ok. Moyen. Ok, ça fait pas l'unanimité. Alors, c'est la distance horizontale. Là, c'est un peu mieux normalement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette distance-là. Or, lui, ce qu'il me donne, c'est ça. C'est quoi l'écart avec ça? Ça dépend de de cette distance-là. Cette distance-là, on l'appelle comment en général? Par rapport au sol, c'est ce qu'on appelle. Comment ça s'appelle la distance entre le sol et mon avion? Simplement, hein. La hauteur. L'altitude, Ah ouais. Alors oui, la hauteur, c'est le terme pas scientifique, mais l'altitude. Et là, je ferai quoi comme théorème si je veux connaître... Quand je connais D et que je cherche DH, il faudrait que j'utilise le théorème de... Alors, c'est pas Thalès, c'est celui qui est encore plus simple que Thalès, c'est... Pythagore. Pythagore, il me dirait que D au carré, c'est égal à mon altitude au carré plus ma distance horizontale au carré. Et moi, ce que je cherche souvent, c'est la distance horizontale. Donc en fait, si je transforme ça, je le passe de l'autre côté, il passe en moins. Et pour pas avoir le carré, je vais mettre à la racine. Donc la formule finale, ce serait que la distance horizontale, ce serait la racine de la distance donnée par mon appareil, moins... Donc la distance donnée par mon appareil au carré, moins l'altitude au carré. Voilà comment je peux récupérer, si j'ai envie, ma vraie distance par rapport à la balise, c'est-à-dire ma distance horizontale. Ok? Voilà. Donc là, je ne sais pas ce qu'on veut. Donc là, on voit encore que la portée, c'est 200 à 400 nautiques miles. Pardon. Alors 200 à 400, ça fait à peu près 370 km jusqu'à 740 km. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des mesures de distance qui sont capables d'aller vraiment loin. Ok? Comment ça marche? En fait, c'est que mon avion ici, il envoie un bip. Hop. Il envoie un bip à cette balise. Et la balise, elle lui renvoie. Et en fait, suivant le temps que ça a mis à faire un aller-retour, on peut dire, je sais le temps d'un aller-retour, et le temps, il est directement proportionnel à la distance, parce qu'on a la distance qui est égale à la vitesse fois le temps. Donc si je connais le temps, je connais la distance. Voilà un petit peu l'idée. Okay. Alors bien sûr, là, je vous fais plein de physique, parce que bon, c'est quand même mon boulot à la base, mais vous n'êtes pas obligé de savoir ce genre de truc. Mais de toute façon, ça vous servira après dans vos cours autres. D'accord? Donc ici, on peut faire la relation. Si je connais le temps d'aller-retour, je sais que c'est la distance sur la vitesse. Mais attention, c'est la distance d'un aller-retour. Ok? Donc là, c'est la distance d'un aller-retour. Donc si moi, je cherche ma distance tout court, il faut que je pense à diviser par 2. Donc c'est ma distance qui m'intéresse, divisé par 2 fois V. Voilà comment je trouve... c'était quoi que je cherchais? Ah ben je cherchais l'inverse. Bon, j'ai fait ma formule à l'envers. C'est je cherchais la distance d'aller-retour. Ok. C'est le temps fois... Pardon, j'ai pas écrit dans le bon sens. La distance de l'aller-retour, c'est ça qui m'intéressait. C'est 2 fois... C'est la vitesse fois le temps de l'aller-retour. Merci. Désolé, hein, j'ai... Et comme la distance de l'aller-retour, c'est D sur 2,
c'est 2 fois d, donc je vais avoir d égale la vitesse fois le temps de l'aller-retour divisé par 2. Désolé, comme j'avais fait le calcul à l'envers. Voilà. Ok. Et donc du coup, grâce à ça, comme avec le VOR, je connais mon axe, avec ça, je connais ma distance, et bien je peux me placer précisément sur la carte par rapport à un point. Donc je connais ma position dans l'espace. Génial. On est content normalement. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment l'avion qui envoie un pulse et lui qui répond. D'accord. Et l'avantage, c'est que le DME, c'est cette balise-là, là, elle est capable de répondre en même temps à une centaine d'appareils. D'accord. Donc c'est quand même pas mal et ça a une très bonne portée, donc c'est cool. Ok. C'est bon pour tout le monde le DME? C'était clair? On a bien avancé quand même aujourd'hui. Hein. ILS. Ça me dit quelque chose. Ok. Emma, c'est bon aussi? Ok, super. Alors, l'ILS, alors c'est connu parce qu'en fait, on a 2 types de vols. On a ce qu'on appelle le vol à vue. Le vol à vue, c'est ce que nous, on fera. C'est-à-dire qu'on a des instruments, mais les instruments, ils sont là pour nous aider, mais les 3/4 de l'instrument, c'est nos yeux. On va regarder par le pare-brise et on va regarder où est-ce que je suis par rapport au reste de l'espace. Ah, ma piste, elle est là-bas, etc., etc. Ça, c'est le vol à vue. Il existe un système qui s'appelle l'ILS. Alors, l'ILS, à la base... ah oui, pardon, j'ai parlé, il faut que je finisse mes phrases. Le vol à vue d'un côté, et on a le vol aux instruments de l'autre. Le vol aux instruments, ça se base sur des mesures précises, comme le VOR et le DME, et un peu automatisé de tous les points de passage que je peux avoir. Je devais dire, je dois passer à telle distance de tel VOR sur telle route. Et ça va me donner un vol aux instruments. Voilà. L'ILS, c'est un système qui va permettre, lui, de faire la fin du voyage, c'est-à-dire se poser. D'accord. Et notamment quand les conditions météo sont vraiment pourries. Du coup, il y a quoi dans l'ILS? Encore une fois, il y a plusieurs choses. Alors, l'ILS, je vais essayer de le représenter précisément. L'ILS, vous imaginez que vous avez votre piste ici. Ceci est ma piste. Magnifique piste, d'accord. Et bien l'ILS, il va y avoir 2 émetteurs au sol, d'accord. Un qui va me permettre de définir, si je dois faire ici le plan central de ma piste, le premier, il va me définir ce plan-là, d'accord. Ça va me permettre de quoi? En fait, ça va me permettre de savoir est-ce que je suis centré par rapport à ma piste, d'accord. Et ensuite, le deuxième, c'est que quand on atterrit, normalement, on atterrit selon des angles un peu précis. Pour pouvoir atterrir correctement, il y a toute une approche à faire avec un arrondi et tout ça qu'on verra un peu plus tard. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand je vais vouloir atterrir avec des très gros avions, je ne viens pas me poser à la fin de ma piste. Il faut que je vienne me poser exactement au début de ma piste, à un endroit bien précis, enfin précis, avec une marge de manœuvre, mais assez précisément. Donc pour ça, on va avoir un deuxième truc qui va être comme ça, hop, et qui donne ici, je ne sais pas si mon plan est très clair, mais on va essayer de le faire très clair, hop, qui me donne par rapport à ma piste, donc j'ai ma piste ici, hop, ça c'est ma piste, premier plan c'est l'axe de symétrie de ma piste, et deuxième plan c'est l'axe d'approche de la piste, c'est-à-dire avec quel angle je dois arriver sur ma piste. Ça va l'idée? Et ces 2 trucs-là, ça me donne un endroit qui se coupe. Les 2 plans, s'ils se coupent, ils se coupent à un endroit précis, qui est là. Hop. Et ça, c'est pile poil au centre, et c'est la trajectoire parfaite pour venir atterrir. Ça va l'idée? Ok. Donc, il y a 2 balises, c'est ce que je disais. Le localizer qui permet de matérialiser l'axe de la piste. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé le localizer. Ok. Localiseur en français. Et le glide, qui est en rouge ici. Le glide, qui permet de matérialiser le plan de descente. Ok. Voilà. Et la trajectoire de la finale, ça, c'est la trajectoire idéale. Ok. Je sais pas comment ils l'ont appelé ça. Ouais, de la finale. Donc c'est la trajectoire idéale de la finale. Ouais.
Voilà un petit peu l'idée. Dans l'afficheur, on va avoir quoi? On va avoir deux éléments. Un OBS qui va nous donner l'orientation, la direction de l'axe de la piste. Et le deuxième, une barre verticale qui va me donner l'axe. Ok? Et la barre horizontale, bien sûr, la plante descente. Donc ici, on a un dessin, mais j'espère que vous remarquerez que mon dessin à moi était quand même un chouïa plus clair que celui qui est présenté ici. Hein? Merci, merci, merci. Voilà. Non, c'est surtout qu'il y a des couleurs. L'ILS, c'est hyper répandu, d'accord? Alors attention, parce que il faut... IFR, c'est le vol aux instruments. ILS, c'est l'outil qui est là, qui se compose de deux balises qui permet de faire l'approche aux instruments. Et l'IFR, c'est vraiment un mode de pilotage qui est le pilotage aux instruments. Nous, on volera pas en IFR. Ok? Nous, on volera en VFR, en vol à vue. D'accord? Voilà. Attention, parce que là, ça c'est bien quand je vais atterrir dans ce sens-là, sur ma piste. Donc ma piste, elle est très longue. C'est très bien, là, j'ai mes balises. Et ouais, mais si je veux atterrir dans l'autre sens, Mais la même chose. eh bien, oui, mais c'est ça qui est important de savoir, c'est que ici, il me refaut ici un deuxième IFR, hop, voilà, qui vient lui aussi, un deuxième ILS, pardon, qui vient aussi émettre dans l'autre sens de la piste. Ok? Donc attention, par sens de piste, ce qu'on appelle le QFU. Le QFU, c'est ce qu'on avait vu déjà. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on était allé quand on avait été à l'aérodrome. On avait vu des pistes. Alors je me souviens plus les pistes qu'on avait eues à l'aérodrome, mais imaginons que j'ai une piste qui est orientée vers 348 degrés. On va l'appeler QFU. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Combien? Donc l'orientation de la piste magnétique, c'est 348. Et son QFU, on va dire que c'est la piste numéro 34. Non, Non. pas 34. Il y a presque l'idée. C'est pas 34, c'est... Ah, 340. Non, regarde. Là, 348, c'est pas loin de... Ah, 350. Donc voilà, c'est pas loin de 35, du coup. Je prends la dizaine la plus proche. Ça, c'était le premier sens de la piste. Mais si je prends le deuxième sens de la piste, en fait, le 348, il correspond aussi au 168 degrés. Ok, je fais moins 180. C'est comme ça que je me retrouve de l'autre côté de la piste. Et ça, c'est ce qu'on appellerait le QFU combien, du coup? 17. Le QFU 17. Donc ma piste, elle sera appelée la piste 35-17. Ou 17-35 plutôt. Ok? Voilà. Donc QFU, ça veut juste dire c'est l'indicateur unique du numéro de la piste en fonction de son orientation. C'est bon pour tout le monde? Ce système-là est très précis. D'accord? Donc en fait, le fait que ce soit très précis, ça veut dire que les avions, ils peuvent se caler vraiment bien. Et comme dans l'avion, il y a des outils automatisés qui vont mesurer ça, et bien les avions vont pouvoir arriver tous au bon endroit tout le temps, et c'est génial. Ok? Ok. Ok, bon là, on va aller directement sur l'image. Regardez. L'utilisation, c'est très simple. Hein. Ici, qu'est-ce que je peux dire par rapport à mon plan? Donc ça, ici, la barre verticale et la barre horizontale me disent l'idéal de où je devrais aller. Donc ici, je peux dire que je suis là. Est-ce que je suis trop haut, trop bas? Trop bas. Je suis trop bas parce que je suis en dessous de la barre horizontale. D'accord? Donc si j'étais en train de piloter moi-même, je devrais remonter un petit peu, remettre de l'assiette à piquer. À cabrer un petit peu. Et là, ma barre, comme elle est à ma gauche, ça veut dire que moi, je suis trop vers la droite. Donc il faut que je remette un petit peu vers la gauche. Ok? Celle du centre, bah, c'est pile poil. Je suis sur l'axe de symétrie de la piste et je suis pile poil sur le plan de descente. D'accord? Et là, je suis trop haut et en plus, je suis trop à gauche. Voilà. Et ensuite, bien sûr, l'ILS, il peut être couplé aux différents autres appareils. On ne se sert jamais que d'un seul, on utilise plein d'appareils pour pouvoir faire des approches correctement. Ce qu'il faut voir, c'est que l'ILS, attention, il fait une approche droite. Théoriquement, quand on fait une approche, on le verra plus tard, mais en fait, mon approche, elle fait comme ça. Hop, ici, je dois faire un arrondi.
cet arrondi, on verra comment il se fait. Hein. Il y a des techniques, il y a différentes étapes, mais l'ILS, lui, propose qu'une approche droite. Donc si on suit purement l'ILS, Ouais, c'est pas... on vient juste se planter dans le sol. Ok? Bon, c'est un peu moyen du coup. Voilà. Donc bien sûr, les avions qui utilisent l'ILS, ils savent qu'à partir de telle hauteur, ils doivent plus l'utiliser et donc ils doivent commencer le mouvement d'arrondi. Voilà. Ok. Comment ça marche ici? On dit que c'est fait d'un plan. En fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est fait de deux émetteurs qui émettent comme ça. Deux qui émettent comme ça et deux qui émettent comme ça. Et en fait, comme ils ne sont pas à la même fréquence, mon ordinateur va mesurer les fréquences la plus reçue de la droite ou de la gauche et elle saura, ah ben t'es trop à droite ou t'es trop à gauche. Et pareil pour le haut et le bas, elle va recevoir deux fréquences séparées, elle va dire, oula t'es un peu trop en haut ou oula t'es un peu trop en bas. Voilà pour l'idée, ok? Je vous le dis de loin, mais il n'y a pas besoin de refaire un dessin pour ça. Est-ce que ça allait? Ouais? Bon, on s'en sort pas trop mal. Il est quelle heure? 10. Ça va. Le transpondeur. Pour communiquer. Alors, le transpondeur, effectivement, c'est pour communiquer, oui, et en même temps, un petit peu non. Est-ce que ça me permet de parler? Non. Non, ça c'est là. Tour de contrôle. Alors, Non. la tour de contrôle, c'est ceux qui sont et qui vont parler avec moi. Mais c'est quoi l'outil qui me permet de parler? Plus simplement. Le micro. Ouais, alors c'est le La micro, radio. mais c'est la radio. Je vais parler avec la radio. Ok. Je vérifie si j'avais d'autres trucs à vous dire. Hop, sur ça. Non, c'est bon. Ok. Donc le transpondeur, il sert à quoi? C'est régler la fréquence sur laquelle on reçoit les informations, je crois. Alors non, pas tout à fait. En fait, le transpondeur, c'est un système qui va répondre à une demande de radar sol. Donc en gros, les gens qui sont dans la tour de contrôle, ici, ceci est une tour de contrôle. Alors ça pourrait être un radar sol, on s'en fout. Hein. Mon avion, il est ici. Hop. Encore une fois, mon avion prend un coup. Voilà, ok, on dirait une souris obèse, mais c'est pas grave. Alors, la tour de contrôle va faire une demande d'identification à mon avion. Et mon avion, en fait, il va dire, il va répondre. Et il répond quoi? Il répond, ben, je suis, voilà, Foxtrot, j'avais pris quoi? Hôtel Alpha Alpha Bravo, plus il va donner, alors ça c'est pas obligatoire, mais il peut donner aussi l'altitude à laquelle il est. L'intérêt c'est quoi? C'est que c'est un système qui est automatisé. D'accord? C'est-à-dire que là, ici, c'est pas moi à la voix qui doit l'annoncer. L'intérêt, c'est que les tours de contrôle sur leur radar, elles incluent ces pings-là, là, et du coup, sur le radar de la tour de contrôle, elle peut savoir que ici, elle a Foxtrot, Hotel, Alpha, Alpha, Bravo qui est là. Voilà. Ça lui permet de savoir, Foxtrot, Hotel, Bravo, Alpha, Alpha, Bravo, il est à une hauteur de, j'en sais rien de combien. 250. Voilà. Ok, 250 ou 400. Ok. Alors, maintenant, le transpondeur, ici, ça, le problème, c'est que c'est pas ça qu'on transmet. On ne transmet pas exactement le numéro unique. On transmet un numéro, par exemple, 3463. Mon transpondeur, dans mon transpondeur, je vais régler, hop, les cadrans là. Hop, je viens les régler hein, avec un petit bouton. Je viens les régler pour avoir 3463. Mais comment j'ai choisi ce nombre-là? Ben en fait, les premières fois où j'ai fait des contrôles, où j'ai contacté par radio la tour de contrôle, elle va me dire quoi? Elle va me dire Foxtrot, Hotel, Alpha, Alpha, Bravo, affiché 3463. Ça veut dire qu'elle m'assigne un numéro, elle me dit c'est vous maintenant le 3463. Et donc ce qui s'affiche sur leur écran, en fait, c'est pas du tout Foxtrot, Hotel, Alpha, Alpha, Bravo, c'est 3463. Ok? Voilà. Parce que ça va plus vite de transmettre des chiffres que des lettres. Voilà. Et donc ça affiche exactement ce que j'ai ici. Donc si ici, moi je me trompe, ce qu'il y a sur leur écran, c'est pas le bon nombre. Voilà. Alors en général, l'opérateur de tour de contrôle, quand il me dit Foxtrot, Foxtrot Hotel Alpha Alpha Bravo affiché 3463, on confirme qu'on a affiché, lui il vérifie sur son écran et c'est bon. Ok? Alors, il va nous dire, la consigne c'est afficher, mais il y a un mot en anglais qui se dit squawk. Que je ne me trompe pas dans le K et le W, parce qu'à chaque fois, squawk.
SQUAWK. D'accord? C'est l'équivalent de affiché, mais voilà. Ok? Donc pareil ici, l'alphabet, on l'apprendra un peu plus tard. Ok? Donc c'est vraiment le contrôleur donc de la tour de contrôle, hein, c'est le petit bonhomme qui est dedans, qui me dit afficher ça, moi je fais ça, et en fait les balises après quand elles discutent entre elles, peu importe où je suis, sur son écran il a le 3463 qui s'affiche. Et en fait quand je vais arriver plus loin dans mon voyage, je vais arriver à une autre tour de contrôle, l'autre tour de contrôle, soit le numéro il n'était pas utilisé, soit s'il était déjà utilisé, ils vont me dire afficher 3522. C'est eux qui choisissent. Ok? Il existe par contre des numéros spécifiques. Alors je vais essayer d'avancer un peu dans les slides pour arrêter de tout me spoiler. Là je l'ai dit, c'est obligatoire pour le régime en IFR et c'est des fois obligé quand on fait du VFR. Voilà à quoi ça ressemble. Tu veux que j'éteigne peut-être pour que tu vois? Hop, la photo. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai mes 4 chiffres ici et ça c'est le bouton pour le tourner on, off. Et je sais plus ce que c'est. On peut avoir deux valeurs dessus, un truc comme ça. Ok. Ça, encore une fois, on demandera à Kevin plus en détail quand on sera dans les avions et tout ça, ce sera plus simple, je pense. Ou dans le local avec lui. Ok. Voilà. Alors attention, il y a des codes spéciaux. Le 7700, c'est pour dire emergency. Donc ça veut dire que si je mets 7700, là sur leur tour de contrôle, à mon avis, ils doivent avoir des trucs qui clignotent. C'est qu'ils savent qu'il y a cet avion-là qui est en urgence. D'accord? Deuxième code spécial, 7600, j'ai une panne radio. Donc ce qui est bien, c'est que si je me mets en 7600, la tour de contrôle, même si elle ne m'entend pas répondre, elle va comprendre qu'il y a une panne radio, parce que ça, c'est automatique. Donc c'est quand même pratique. 7500, détournement. Ok? Et après, les appareils militaires, eux, ils ont des trucs encore plus. Ça va l'idée? Allez, on attaque la fin. On a bientôt fini. La radio. La radio, ça permet en permanence de contacter les autorités aériennes ou les organismes de circulation. Ce qu'il faut bien voir, c'est que par exemple à l'aérodrome de Livernon, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors je vais rallumer pour qu'ils me voient les autres parce que sinon c'est un peu perturbant. À l'aérodrome de Livernon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, quand l'élève pilote, elle s'était mise en bord de piste pour déclarer qu'elle allait vouloir aller sur la piste, elle l'annonçait à la radio, même s'il n'y a pas de tour de contrôle. À quoi ça sert? Pour prévenir. Ouais, pour prévenir. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que tous les autres avions aux alentours, quand ils s'approchent de l'aérodrome, ils disent bonjour et ils disent attention, j'arrive, je suis à telle hauteur, je passe chez vous, ou sinon je vais me poser chez vous, ou sinon je fais juste un demi-tour à tel endroit. En gros, hein, dans les grandes idées. Donc ce qui est important, c'est de se dire, même s'il n'y a pas de tour de contrôle, la radio, on l'utilise tout le temps. Parce que quand je vais vouloir aller sur la piste, il faut que j'annonce à tous les autres que je vais aller sur la piste. Comme ça, eux, s'ils avaient prévu de se poser, soit ils refont un tour un peu plus long, soit ils m'annoncent, ah non, désolé, je suis en finale, donc t'attends ton tour, quoi. Et surtout, on annonce tout. Vraiment, tout est annoncé. Ouais. Ici, pareil, il y a des fréquences particulières, d'accord? Et pour pouvoir échanger avec les autres personnes, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a vraiment des mots spécifiques pour dire je suis en approche, je suis en finale, je suis en vent arrière. Et c'est des phases spécifiques dans le vol. Quand on dit je suis en vent arrière, tout le monde sait à quel endroit on est, à peu près, et dans quelle démarche on va être. Vent arrière, ça veut dire qu'on veut venir se poser, mais qu'on est dans la deuxième étape de notre vol. Voilà. Ok? Et bien sûr, il y a tout ce qui est alphabet. Alors l'alphabet, ça paraît bête parce qu'on dit que c'est on met des mots pour aller plus vite. Et l'alphabet, quand je vais dire Foxtrot, Alpha, Hôtel, Alpha, Alpha, Bravo, je vais pas plus vite. Pourquoi c'est important de dire des lettres autres que juste A, B, C, D? Parce que alpha, on prend la première lettre et on finit le mot. Alors que par exemple, si on dit A et on le prononce mal, ouais. On peut le confondre avec une autre lettre. Exactement. Alors soit si on prononce mal, parce qu'en plus il peut y avoir des étrangers. Et en plus, donc ça c'est un alphabet qui va être international, donc au moins on est sûr que partout dans le monde, tout le monde dit les lettres pareilles. Et en plus, quand je dis P, B, même si je les prononce bien, déjà c'est un peu limite. Si je dis P, B, D, c'est déjà un peu limite. Et en plus, comme il peut y avoir des grésillements, plus certains avions,
sont pas avec des cabines fermées, c'est des cabines ouvertes. Donc il y a énormément de vent et on a beau avoir le casque sur les oreilles, il y a du bruit. Donc le fait de dire Hôtel Alpha Alpha Bravo, on entend bien et on connaît les lettres exactement. Voilà. Et donc on a les numéros d'identification précisément. Voilà. Sur la radio, il y a plusieurs boutons, bien sûr. Il y en a un pour allumer et éteindre, pas trop de surprise, et un pour sélectionner la fréquence, forcément. Et ensuite, il reste un autre qui est le bouton de sensibilité pour dire ben, ma radio, quand je vais commencer à parler, je veux que si c'est du bruit, elle détecte pas, et si c'est pas du bruit, elle détecte. Donc ça permet de régler à quel point je vais donner du bruit aux autres. Voilà. Et bien sûr, il y a d'autres appareils où quand je vais voyager, les fréquences radio vont pas être les mêmes partout. Donc certaines radios, quand on utilise des radios des plus gros appareils, on peut pré-régler une fréquence là que je suis en train d'utiliser. Je pré-règle la prochaine de là où je vais aller. Et quand j'arrive pas très loin, hop, je clique sur un bouton et ça passe sur l'autre fréquence radio. Comme ça, j'ai pas à faire les réglages en temps réel. J'ai juste préparé. Et pareil, la première que j'utilise plus, si je vais re-aller dans une troisième zone, ben après je la re-réglerai pour aller dans la troisième zone et hop, je rechange. Et comme ça, je peux aller de l'une à l'autre tranquillement. Ok ? Après, il y a plein d'équipements, donc on va pas rentrer trop dans les détails non plus, mais voilà, faut que je rééteigne, désolé, sinon tu vois pas. Hop. Donc là, ici, on voit bien le bouton on-off avec des fois un volume et le bouton de sélection de fréquence ici. Voilà, avec le bouton SQL en haut, qui est le bouton de sélection de la sensibilité. Voilà. Pareil ici, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, là c'est intéressant, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'il y a 2 panneaux à chaque fois. D'accord? Donc on a vraiment l'idée là, ici de, là c'est les fréquences, et là c'est le, j'y vois rien, Navcom, ok. Là c'est pour la navigation et ça c'est pour les communications. Ok? Allez, on a presque fini. Là c'est les dernières slides, on arrive vers la fin. Donc ici, on a quoi? Ça, c'est une mesure. Je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué G accélération unit. C'est un accéléromètre ou un G-mètre. Vous vous souvenez quand on était à certaines vitesses Non. Ouais, un petit truc. J'ai recoupé ton micro, Riyad, vu qu'on t'entendait. Désolé. Donc, accéléromètre ou G-mètre. D'accord. C'est utilisé dans les avions de chasse. Voilà, nous, nous, on va pas dépasser beaucoup. Donc après, l'accélération c'est intéressant, mais c'est intéressant quand on a des grosses variations d'accélération. Voilà. Nous, les trucs, les coucous là, ils accélèrent pas non plus. Voilà. C'est pas brutal. Exactement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors ici, je sais pas si vous vous souvenez ça, comment ça s'appelle? Alors qu'est-ce que ça fait? Vous vous souvenez, il y a des couleurs? Ça mesure la vitesse. Ça mesure la vitesse, c'est ce qu'on appelait le badin. Il mesure la vitesse. Les petits bandeaux de couleurs qui sont ici, ils servaient à... Donc le blanc, c'est la vitesse autorisée pour sur les volets. Le blanc, c'est les volets. Donc effectivement, quand je suis dans le bandeau blanc ici, j'ai le droit d'avoir les volets. Le vert, C'est la vitesse normale. vitesse normale sans trop de soucis. Et là, le jaune, c'est la vitesse à pas dépasser en conditions pas bonnes. Voilà, quand je suis en condition de dégradé de vol, je vais surtout pas dans la bande jaune. Quand je suis en bonne condition, je peux à la rigueur aller dans la bande jaune. Et le rouge, à ne jamais dépasser. Ok, super. Ensuite, à côté, ici, L'horizon artificiel. c'est l'horizon artificiel. Ah ben, ils se sont loupés dans le copier-coller. C'est un horizon artificiel. Donc ça me permet de savoir mon assiette à piquer ou à cabrer. Et ça me permet aussi de savoir, Mon roulis. voilà, mon inclinaison, l'angle de roulis. Ensuite, le troisième, je ne sais pas si vous y voyez, c'est plusieurs aiguilles avec ici un bandeau qui va défiler là. C'est l'altimètre. Ok? Donc l'altimètre, il va me donner quoi? L'altitude de mon avion. Qu'est-ce qu'il faut penser? Il faut penser à le régler. Ah oui. Vous vous souvenez, il faut que je me règle soit au QNH, soit au QFE, soit au troisième, je ne m'en souviens plus. C'est-à-dire que soit je règle le zéro de mon altimètre quand je suis à l'aérodrome, pour avoir la hauteur par rapport à l'aérodrome, soit je me règle par rapport au niveau de la mer pour avoir l'altitude de mon avion. Soit je me règle au troisième, qui est le réglage universel, quand je suis vraiment dans des vols très longs, tout ça, pour que tous les avions aient les mêmes niveaux.
Voilà pour l'altimètre. L'autre, ici, ça c'est l'indicateur de virage et de symétrie. Il me permet de savoir si quand je fais mon vol, je suis au premier degré, au deuxième degré, et si mon avion il est en train de glisser ou de déraper. Voilà. Avec la petite bille. Si la bille se déplace à gauche, il faut que je fasse quoi? Je vais mettre du palonnier à gauche. Je prends mon pied gauche, j'appuie sur le palonnier gauche, et comme ça va recentrer la bille. Très bien. Et là, c'est le conservateur de cap. Conservateur de cap. Le conservateur de cap, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi son avantage et son inconvénient par rapport à... je sais pas où elle est. La boussole, elle est là-haut. Là-haut, j'ai la boussole magnétique. Ok. Et le conservateur de cap, il est lié à quoi comme instrument à l'intérieur? Un gyroscope. Un gyroscope. Donc le conservateur de cap, il est lié à un gyroscope. Ça veut dire qu'il est très stable, même quand je suis en virage. L'inconvénient, c'est que sur le long terme, il peut dévier légèrement. Donc... Quand je suis en virage, j'utilise mon conservateur de cap. Par contre, quand je ne suis pas en virage, je peux utiliser la boussole magnétique. Et la boussole magnétique va me permettre de recaler mon conservateur de cap. Ça va le résumé? Oui. Le variomètre. Ok. La vitesse de descente ou de montée. Vitesse de descente ou de montée. Très bien. Ensuite, ici, l'OBS. L'OBS, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure avec... La balise au sol. Avec voilà, la balise au sol et ça nous donne l'angle par rapport à cette balise au sol. Ok. On a en bas ici, là, en bas à gauche, je ne sais pas si vous voyez, c'est le tachymètre. Ça mesure la vitesse de rotation du moteur, je crois. À vérifier. Ensuite, à côté, donc ça, c'est tous les instruments plutôt moteurs. Là, c'est la mesure de pression d'huile et ensuite de température d'huile. Et enfin, de charge de la batterie. Donc là, tous les éléments qui sont liés au moteur sont en bas, d'accord? Il en reste deux en bas, deux petites. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? C'est les jauges de carburant, forcément. Ouais. Et pourquoi il y en a deux, jauges de carburant? Parce qu'il y a des réservoirs sur l'aile droite et sur l'aile gauche. Ok. Au milieu, donc là, on a fait tous les instruments du centre. Au milieu, là, j'ai quoi? Le transpondeur. Alors, celui-là, non. Regarde, le transpondeur, il est juste en dessous. Ça, c'est la radio. Ouais. Là, on peut voir que c'est une radio double. D'accord? Et en dessous, c'est le transpondeur. Alors, ils ont appelé ça IFF, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le transpondeur. Je suis d'accord avec toi. Ok. Hop. Ouais, c'est ça, regarde. Ici, alors on n'y voit absolument rien. La photo est d'une qualité absolument infâme. Désolé, hein, j'ai pris le PowerPoint qui existait. On retrouve la radio sur une version old school. Il y a une montre, parce que voilà. Il y a, bon, ce qui nous intéresse un peu plus, le badin, qu'on reconnaît parce qu'il y a une bande blanche et une bande jaune. Ok, donc ça, c'est grâce à ça qu'on reconnaît quand même le badin. Ensuite, on a là-haut la bille et l'aiguille. Alors, ça ressemble pas trop hein, d'ici, mais c'est une bille avec une aiguille. Voilà. Et là, on a un vario électrique, apparemment. Il y a un vario pneumatique. Je ne savais même pas, là, je découvre avec vous. Hein. Et bien sûr, un truc important, l'altimètre. Et ensuite, tout ce qui est charge batterie, etc. Et là, l'élément qu'on a dit qui était obligatoire, le transpondeur. Ok? Et le micro, ah ben voilà, il est là, le micro, ok, très bien. Allez, un dernier. Le dernier, celui-là, il est beau. Là, ici, bon, on va peut-être pas tous les refaire, mais on retrouve tous les instruments dont on vient de parler. Ça va pour tout le monde? Ouais, la radio, ouais, c'était pas une bonne qualité. La photo d'avant, elle était vraiment infâme et sur des avions pas actuels, quoi. C'est bon? Voilà, on a terminé cette partie. Donc je sais pas ce que c'est ces photos, donc je vous les montre, mais j'ai aucune idée. Donc ça, je suppose que c'est un émetteur VOR. Voilà. Celui-là, quoique peut-être pas, je sais pas. Bon, c'est des émetteurs, c'est des balises émettrices tout ça, hein, d'accord? Là aussi, on a des balises émettrices, très bien. Et là, on a un avion qui dépasse Mach 1, probablement. Ok. Hop. Hop. Hop là, j'arrête l'enregistrement pour là. Je vais le mettre en pause. Hop. Allez. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de regarder ensemble et on essaye de répondre au mieux aux questions. D'accord? Donc question 1, donc là vous faites comme si vous étiez en examen ou quoi, vous notez sur une feuille, la 1, qu'est-ce que vous auriez répondu, et à la fin,
on fait vite fait la correction, d'accord? Là, il n'y a que 20 questions, donc on aura le temps normalement de tout faire. Est-ce que vous préférez qu'on le fasse tous en même temps et on fait la correction en même temps? Ou est-ce qu'on fait, je sais pas, toutes les questions et ensuite on corrige d'un coup? Non, tous en même temps, c'est mieux. Tous en même temps? Ok. Donc, ici, on est sur étude des aéronefs et engins spatiaux. Ok. Hop là, j'essaye de garder le truc en même temps. Alors ici, mon avion, il est en quoi? Est-ce qu'il est en virage à gauche, en virage à droite, asymétrique ou symétrique? Auto standard. Virage à droite asymétrique. Alors, ici, virage, on me propose virage à droite, asymétrique. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est ça. Les autres, vous pensez quoi? C'est un virage à droite ou un virage à gauche? Ici. Virage à droite asymétrique, tout le monde est sûr? Alors, le symétrique ou le asymétrique, je le vois par rapport à quoi? Déjà. Par rapport à la direction de l'avion. Alors, je le vois, il me dit le symétrique ou le asymétrique, je le vois par rapport à la bille, ici. En fait, la bille me permet de dire, est-ce que je suis symétrique ou pas? Comme ici, ma bille, elle n'est pas centrée, je suis en virage asymétrique. Je suis d'accord. Maintenant, mon aiguille, elle me dit que je suis en train de faire un virage à gauche. Ok? En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est un peu pourri, mais là, ici, ça, normalement, on l'a ici d'habitude, d'accord? Et là, ce qui s'est passé, c'est que ça fait ça. D'accord? Qu'est-ce que je dis? Non, c'est l'aiguille qui a tourné, pardon. Donc, c'est l'aiguille qui a tourné vers la gauche. Voilà. C'est pas comme l'autre, ça dépend de ce qu'on a. Donc, ici, c'est un virage à gauche, d'accord? Ça, c'est un virage à gauche, parce que mon aiguille, elle penche du côté où je vais. D'accord? Ça dépend de si on a le système avec le cadran qui tourne ou pas avec le cadran qui tourne. Mais là, l'aiguille, elle penche du côté où je vais. Donc là, je suis en virage à gauche. Donc déjà, j'élimine la réponse B et j'élimine la réponse D. Et maintenant, il me reste à savoir, est-ce que c'est un virage à gauche ou est-ce que c'est un virage à gauche symétrique auto-standard? Donc là, ici, qu'est-ce que je peux dire? C'est du à gauche, théoriquement asymétrique, mais comme j'ai pas le choix, c'est la réponse A. Donc là, pour tout le monde, je suis sur la réponse numéro 1. D'accord? Mais quand on fait un virage à gauche, Ouais. là, la bille, elle est à gauche aussi. Alors, oui. Mais Alors, ça dépend si je fais un virage qui est dérapé ou glissé. Je suis d'accord avec toi, mon virage à gauche, normalement, j'ai du lacet inverse. Ouais. Mais là, ça veut dire que la bille, j'ai peut-être moi trop compensé avec mon pied. Si j'ai trop compensé avec le pied droit, j'étais en virage, glissé, et là, je passe, comme j'ai trop compensé, je passe en virage dérapé. Ça va l'idée? ouais, Donc là, effectivement, toi, tu as essayé de le faire en temps normal, ma bille, elle va c'est inverse. dans le sens inverse, vu que c'est le lacet inverse. Mais là, du coup, c'était pas ça. Mais c'était une bonne idée. Donc là, ici, je vais prendre en virage à gauche. Ok? Alors, si je veux savoir ce que je fais, je descends tout en bas et je vérifie ma question. Correction. Et il me dit, j'ai une bonne réponse. Donc j'ai bien répondu à ma question. Comme ça, quand vous vous trompez, vous pouvez vérifier une question par une question aussi. Allez, la 2. La description correcte pour l'avion représente... Putain. Pour l'avion représenté... Oui. Pour l'avion représenté est... Donc là, on vous demande, cette image-là, quels sont les éléments? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur l'empennage? Cruciforme. Donc l'empennage ici, on me propose un empennage cruciforme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'empennage qui est ici? Cet empennage-là, là. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il est... Ah, vous ne le voyez pas comme moi, pardon. Donc ici. Je ne suis pas au bon endroit. Ma souris, excusez-moi. J'essaye de venir voir ce que vous voyez, vous. Hop. 2 secondes. Désolé. Vous voyez ma souris? Ouais. Donc l'empennage, il est comment ici? Ah, ok. Vous voyez pas la souris au bon endroit. Super. Bon, mais par rapport à moi, vous voyez pas la souris. Donc vous dites cruciforme. Ok. Alors, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas un empennage? On va regarder les autres. Déjà, un empennage papillon. Non, le papillon, c'est celui qui est en V, là, un petit peu. D'accord? Donc c'est pas ça. Ensuite,
Il est même pas marqué. Ensuite, empennage cruciforme possible. Empennage en T. Non. Non. Et ensuite, maintenant, il faut qu'on regarde. L'aile, est-ce qu'elle est haute, basse ou médiane? Médiane. Elle est médiane ici, Ouais. d'accord? Et médiane ou à la rigueur basse, parce qu'on est en dessous du pilote, mais on est à médiane. Donc ici, L médiane, et le dièdre, il est positif ou négatif? Positif. Il est légèrement positif. Alors techniquement, le dièdre, on pourrait même dire que normalement, il est quasiment nul. Hein. Oh, nul. Mais bon, l'aile, ici, on n'a pas le choix, on est obligé de choisir soit un dièdre positif ou négatif. Donc je prendrai le dièdre positif. Quoique, il me reste quoi? Bah du coup, techniquement, il me reste principalement l'AC. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre la souris, on clique sur l'AC, on va vérifier, est-ce que c'est bon? Hop, 2 réponses correctes. Félicitations. Ça va les questions? Donc vous voyez que les questions, elles sont vraiment sur des choses qu'on a vues. D'accord? Alors, mais il reste quelques petits trucs qu'on n'a pas forcément encore vus, comme cette question-là. Cette question-là, c'est sur l'hélice à pas variable. D'accord? Alors l'hélice à pas variable, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué rapidement hein, que, hop, j'allume légèrement, que mon hélice, hop, je vois pas ce que je fais, mais très bien, que mon hélice en fait c'est, ah ben ils y voient rien en fait. Vous me voyez un peu ou pas du tout? Non, non. Là, ici. Ok. Mon hélice, si elle est là, c'est ce qu'il y a ici sur mon truc. Pas variable, ça veut dire qu'on est capable d'orienter les différentes hélices. D'accord? L'avantage, c'est quoi? C'est que si j'oriente pas beaucoup les hélices, si elles sont très plates comme ça, en fait, l'air, il va être très très attrapé. Si j'oriente beaucoup les hélices, ça va vraiment mettre plus de force. Donc là, cette question-là, on l'a pas vue. D'accord? Donc ce que je vous propose, on la saute à la rigueur pour l'instant. D'accord? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'hélice à pas variable et on le reverra quand on étudiera les moteurs. Donc on s'en fout de la 3, on va passer directement à la 4. Ok? Hop. Alors la 4. L'horizon artificiel indique la configuration ci-dessous et on en conclut quoi? Ouais, c'est bon. Ah, c'est Allez, ah, c'est pas- j'attends que les autres y répondent aussi. Sur la question 3, la question 4, pardon. Donc j'ai cet horizon artificiel là. La question c'est est-ce que je suis en assiette à piquer ou en assiette à Cabré. cabrer? Ah mais attendez, ah vous n'êtes pas sur le bon. Ah pardon, ok, excusez-moi. J'étais pas bon sur le bon sujet. Ok, voilà. Donc ici, on est là. Désolé, en fait j'étais sur le PDF au lieu d'être sur l'autre. Ok. Hop, je vais me sortir ça d'ici, alors du coup ça vous sert à rien. Hop. Donc ici, est-ce que je suis en assiette à piquer et virer ou est-ce que je suis en assiette à quoi? Donc là, on me propose une assiette à piquer parce que mon horizon ici, je vois bien que je suis en dessous de l'horizon artificiel. Donc effectivement, je suis en assiette à piquer. Est-ce que je suis sur un virage à droite ou un virage à gauche? Droite. Un virage plutôt à droite. Donc là, moi, sur le site internet, je vous mets le PDF pour que vous y voyez bien. Mais je vais prendre l'assiette à piquer à droite, la réponse C. Je vérifie la réponse et... Non, qu'est-ce qui s'est passé? Alors attendez. Ah non, c'est une assiette à piquer et à droite. Donc c'est la réponse A. Pardon, j'ai pas sélectionné, j'ai pas cliqué au bon endroit. Ok, donc effectivement, la 4, elle est bonne. Allez, on avance du coup. Donc, la 5. Hop, j'ai perdu ma souris. Ah, voilà. Quelle est la mauvaise classification? Est-ce que les aérodynes non motorisés, c'est les deltaplanes et les planeurs? Les aérostats, c'est les parachutes, ballons dirigeables. Engins aérospatiaux, lanceurs fusées. Engins spatiaux, satellites, sondes. Ou pardon. Oui, un peu compliqué. Ah, celle-là, elle est pas évidente. Hein. Je pense que c'est la D. Il y a des sondes dans l'espace? Oui. Oui, oui. Il y a des sondes dans l'espace. Alors, est-ce que vous savez? J'attends qu'en ligne ils répondent. Alors, il faut trouver l'ennemi
dans notre liste là, ok? Alors, aérodyne et aérostat. Vous vous souvenez ce que c'est la différence? Les aérostats, ils sont plus légers Ah oui. et les aérodynes, c'est les plus lourds, donc ils sont... Voilà. Donc ici, si je regarde, je vais vérifier. Aérodyne non motorisé, ça veut dire que c'est des choses qui sont plus lourdes mais qui ne sont pas motorisées. Deltaplane, ok. Planeur, ok. D'accord? Donc deltaplane et planeur, pas de souci. Aérostat, parachute, oui. Ouais. Ballon, oui. Dirigeable, Non. non. Donc en fait Ah, ici, je l'avais. le dirigeable, il nous tue un peu la baie. Engins aérospatiaux, les lanceurs et les fusées, Ouais. c'est bien des engins aérospatiaux. Et engins spatiaux, satellites et sondes, oui, il y a des sondes dans l'espace. Voilà. Donc ici, le problème, c'est le dirigeable qui est pas bon. D'accord? Alors, maintenant. Ah, je m'en sors pas de mon écran là. Le variomètre est un instrument de bord qui mesure. Est-ce que ça mesure la vitesse verticale? Est-ce que ça mesure la vitesse propre? Est-ce que ça mesure la consommation de carburant ou l'altitude? Donc là, j'attends tout le monde. Le variomètre, il mesure. Riyad nous propose la vitesse verticale. Ok, vous êtes d'accord. Ça mesure bien la vitesse verticale. Vous vous souvenez un petit peu comment ça fonctionne, vite fait? Oui, c'est... Alors, c'est une histoire de pression avec un petit trou dans la pression. Et c'est cette variation grâce au petit trou qui nous permet de mesurer la vitesse verticale. Mais il faut faire attention. Il y a un délai de 5 secondes. Ouais, c'est bon. 3 à 5 secondes. Ok? Maintenant, alors, hop, pardon. La grandeur d'entrée de l'altimètre. Est-ce que c'est la pression statique, la pression totale, la pression dynamique ou la différence entre la pression statique et la pression dynamique? Ah, pas évidente celle-là. L'altimètre. Alors, Riyad a fait une proposition, Emma et Jason. Je pense que c'est la pression statique. Je crois. Je suis pas sûr. Alors, Riyad propose la pression statique. J'attends de voir si Emma est... Ouais, alors, Emma propose soit pression statique, soit pression totale. Et Thomas Pression statique. propose la pression statique. Alors, effectivement, la grandeur d'entrée de l'altimètre, il mesure la pression statique. La pression totale, c'est quoi qui mesure la pression totale? C'est le tube de Pitot. Et le tube de Pitot va nous permettre de faire la différence entre la pression statique et la pression totale, ce qui nous donne la pression dynamique. Et cette pression dynamique nous permet d'avoir la vitesse de l'avion. Donc pour l'altitude, c'est la pression statique. Et pour la vitesse, on aura besoin de l'autre. Donc là, on était sur la 7. Très bien. La 8. Les ULM sont pilotés en tangage et en roulis par quoi? Alors là, ça c'est un peu plus compliqué. C'est plutôt en tangage et en relie pas. Ouais, mais si on a déjà piloté. Alors comme on n'a pas vu vraiment les ULM pendulaires, alors j'ai Riyad qui nous propose en palonnier. Palonnier, il règle quoi dans un avion? Il règle le troisième, le lacet. Donc il nous reste quoi? Il nous reste soit le volant, soit le manche, soit la barre. Et dans les ULM, il faut savoir que c'est une barre. Voilà. Mais ça, c'est pareil, vous ne pouvez pas le deviner. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le BIA, il est principalement lié aux avions, mais il est un peu plus généralement sur tout ce qui vole. Donc, malheureusement, voilà. OK? Alors, le saumon d'aile. C'est quoi le saumon d'aile? Est-ce que c'est la jonction entre l'aile et le fuselage, c'est-à-dire l'endroit où l'aile elle est attachée au fuselage? Est-ce que c'est une pièce en forme de poisson qui sert à équilibrer l'aileron? Ok. Est-ce que c'est l'extrémité de l'aile qui est aussi appelée bord marginal? Ou est-ce que c'est une pièce renforcée de l'aile qui sert aussi de marchepied? L'extrémité de l'aile appelée aussi bord marginal. Ouais. Alors Emma nous propose aussi l'extrémité de l'aile. Effectivement, le saumon d'aile, c'est le bout de l'aile, d'accord? C'est celui qui est tout au bout, tout au bout. On avait dit qu'au bout de l'aile, il y a ce qu'on appelle les winglets. Ah, les winglets. Voilà, le saumon d'aile, c'est avec les winglets. Ok? Très bien.
Alors, pardon, je monte la page. Le braquage des ailerons provoque un effet secondaire appelé. Est-ce que c'est un roulis inverse, un roulis induit, un lacet induit ou un lacet inverse? Donc, hop, mes ailerons, ça fait quoi? Ah, ok. On en a parlé il y a 2 secondes. C'est l'effet secondaire. Attention, on ne vous demande pas l'effet principal. Ok? Non. Le roulis, c'est ce qu'on veut quand, justement, quand on touche aux ailerons, Emma, on veut du roulis. C'est le lacet inverse. Mais qu'est-ce qui se passe en effet secondaire? Celui qu'on veut pas. Voilà, c'est le lacet inverse, effectivement. Donc, celui qu'on veut pas sur l'avion, c'est vraiment le lacet inverse. L'instrument du tableau de bord qui n'utilise pas un gyroscope. Waouh. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. Il y en a un des 4 qui n'utilise pas un gyroscope. Ouais. Alors, j'attends tout le monde. Alors, il n'y en a qu'un qui n'utilise pas un gyroscope. Alors, Emma nous propose l'indicateur de virage. Ouais, c'est ça. Perdu. C'est pas ça? C'est pas ça. Ah, c'est le compas magnétique. Regardez, le compas magnétique, il utilise quoi? Ouais. Le magnétisme. Donc en fait, le compas magnétique, c'est celui qui n'utilise pas de gyroscope. L'horizon artificiel, le conservateur de cap et l'indicateur de virage, en fait, les trois utilisent le gyroscope. C'est ça qui nous permet le gyroscope va pas trop bouger et c'est la valeur du compas magnétique qui nous permettra de régler le conservateur de cap un peu plus tard. D'accord ? Mais c'est pas grave. De toute façon, ce qu'on va faire, là, on en fait un. On est à chaud sur ce truc-là. On en refera plus tard. Et maintenant qu'on a fini ce truc-là, vous pouvez même en faire sans moi. C'est ça qui est bien. Ok ? Allez. Identifier les éléments 1, 2, 3, 4 de la structure de l'avion. Donc, il y en a un, c'est cockpit, fuselage. Pour le 1, soit cockpit, soit fuselage. Pour le 2, c'est soit le réacteur, soit les saumons d'ailes, soit les ailes, soit les volets. Pour le 2, sachant qu'ils y mettent bien que c'est... Ah oui, pardon, j'ai pas monté le PDF. Désolé. Hop. Donc, le 1, là, ici, soit cockpit, soit fuselage. Le 2, qui est ici, on nous propose soit réacteur, soit saumon d'aile, soit les ailes, soit les volets, pour tout ça. Le 3, on nous propose soit longeron, soit emplanture, soit fuselage, soit poutre de queue. Et le 4, soit empennage, soit dérive, soit aileron, soit aileron. Donc là, il faut prendre celle qui vous semble la plus cohérente par rapport à tout le reste. D'accord ? Ça brouille un peu le cerveau. Ouais, c'est un peu embrouillé, mais en fait, il y en a une. Si on regarde, est-ce qu'on est d'accord avec toutes les réponses? Il y a quand même certains éléments qui nous permettent de choisir un peu plus. Voilà. Donc, Ryan nous dit le 1, c'est le cockpit. Et je suis assez d'accord. Le 1, c'est le cockpit. Mais encore une fois, ici, le problème, c'est que sur leur dessin, ça pourrait aussi bien désigner tout ça. Ouais. Mais je suis d'accord que pour moi, ici, ça désigne vraiment le tout début. Donc, on est vraiment sur le cockpit. Ensuite, l'élément qui est facile, c'est le 2. Le 2, est-ce que c'est le réacteur? Ben non, si c'était le réacteur, ils auraient pointé vraiment que la partie réacteur. Or là, ils n'ont pas pointé la partie réacteur, ils ont pointé tout l'ensemble. Donc ici, pour moi, ce serait plutôt les ailes. Parce que si ça avait été que le saumon d'aile, ils auraient pointé vraiment que cette partie-là, là, que le petit bout de l'aile, avec une flèche. Et les volets, ça aurait été... Et les volets, ça aurait été... Ah merde, je suis pas au bon endroit. Ça aurait été ici. Ça aurait été cette partie-là, là. Ok? Donc pour moi... pardon, ça aurait été cette partie-là. Pour moi, ici, clairement, Là, c'est- les ailes nous aident bien. On vérifie. Est-ce que le 3, ça peut être le fuselage? Oui. Est-ce que le 4, ça peut être l'empennage? Ouais. Complètement. Donc on est d'accord, c'est la C. Allez. Un train d'atterrissage dit tricycle comprend deux atterrisseurs principaux et une roulette de queue, deux atterrisseurs principaux et un patin, deux atterrisseurs principaux et une roulette de nez, un atterrisseur principal et deux balancines. On a vu ça. Ouais, on l'a vu tout ça. C'est bon? Oui. Alors, Emma nous propose le 1. Donc, c'est-à-dire deux atterrisseurs principaux et une roulette de queue. Est-ce que tu es d'accord, Thomas? Je pense que c'est ça.
Moi, je suis pas d'accord. Ah, Ça, c'est plutôt l'atterrissage classique. C'est un Ah, atterrisseur ok. classique. Le tricycle, il est avec la roulette de nez. D'accord? Ouais, exactement, Riyad. C'est le C. Ça va l'idée? Le atterrisseur principal et deux balancines ici, pardon. La réponse D, ça c'est quand j'ai un mono, je sais plus comment il appelle, un monotrain. Ouais. C'est que j'ai, en gros, l'atterrisseur principal et au bout des ailes, j'ai deux petites roulettes là qui me servent à équilibrer mon avion. Allez, l'élément fléché, ça s'appelle comment? Est-ce que c'est l'emplanture, un aileron basse vitesse, un volet ou un winglet? Là, normalement, ça, on y a répondu il y a environ 3 minutes. Ouais, je suis d'accord avec toi, Emma, c'est le winglet. Ok. Alors, maintenant, je vous laisse la lire parce qu'elle est celle-là, elle est un peu plus. Quand le pilote agit sur le manche ou sur le volant à gauche, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour Rayad, ça s'écrit winglet. Wing, W-I-N-G, c'est l'aile. Et let, c'est laisser l'aile, en gros, si je traduis de manière très, très pourrie. Alors, quand le pilote agit sur le manche ou sur le volant à gauche, qu'est-ce qui se passe? Donc, je mets manche à gauche. Déjà, est-ce que ça change la gouverne de direction? Pas du tout. Pas du tout. La gouverne de direction, je la change avec les Palonnier. palonniers. Donc, la A, je peux l'éliminer. Alors maintenant, il va me falloir que je réfléchisse. Est-ce que c'est la gouverne de profondeur? Non plus. Profondeur, c'est quand je fais le manche d'avant en arrière. Donc, je peux éliminer A et C. Et maintenant, quand je vais à gauche, il faut que vous repensiez à votre avion. Ah, les gens gauche, ils se lèvent. Donc, quand je vais à gauche, il faut que je réfléchisse que... Ils se baissent. Non, non, il se lève, t'as raison. Quand je vais à gauche, j'ai mon aile droite qui se lève. Donc en fait, l'aileron droit se baisse, l'aileron gauche se lève. Donc, l'aileron gauche se lève. D'accord? Parce que pour tourner à gauche, il faut que je perde de la portance sur l'aile gauche. Il faut que mon aile gauche, elle porte moins bien que l'aile droite. Pour pencher sur le côté. Un horizon artificiel, il donne des infos sur quoi? Alors, il me donne plein d'infos, hein. Mais il me donne des infos sur quoi? L'horizon artificiel. Alors, Emma nous propose assiette et inclinaison. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi pas tangage et incidence, par exemple? Euh, Alors, techniquement, tangage et assiette, ça revient au même, d'accord? Mais l'incidence, c'est un angle particulier qui est lié par rapport au vent. Donc, c'est pas du tout le bon truc, ok? Donc ici, je suis d'accord. Assiette et inclinaison, je suis d'accord. Durant un cycle de fonctionnement d'un moteur à piston, un seul temps produit de l'énergie mécanique utile pour la propulsion. On n'a pas vu les temps des moteurs. Non. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on saute ce truc-là parce qu'on va le voir un peu plus tard. D'accord? Donc là, la partie sur les moteurs, on verra un peu plus tard quelle est la réponse. D'accord? On la saute, c'est pas très grave. Hein. Alors, le dirigeable, ça fait partie de la famille des aérodynes, des aérostats, des engins spatiaux ou des engins aérospatiaux. Rodin. Alors, on me propose les aérodynes. Le dirigeable? Je pense parce que tout à l'heure là c'était dans Aerostar. Mais oui. Alors attendez. Est-ce que je vous ai dit une connerie tout à l'heure? C'est possible, hein? Le dirigeable, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On avait enlevé d'Aerostar. On l'avait enlevé d'Aérostat. Oui, alors pourquoi on s'est loupé? On s'est loupé quelque part. Alors attendez, je regarde un truc parce que... On a mis bonne réponse hein, en plus. Hein? Oui, oui. Mais alors du coup... Ici,
Je vais regarder le truc. Parce que moi, j'aurais dit aussi, le dirigeable, il fait partie des aérodynes. Non, c'est pas ça. Il fait partie des aérostats. Alors, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est qu'on reprenne la définition aérodyne-aérostat. Ok? Alors, il faut savoir le taper correctement. C'était quoi la définition des aérodynes et des aérostats? D'accord? Donc, les aérostats, c'est ceux qui tiennent en l'air grâce à la poussée d'Archimède. D'accord? Alors que les aérodynes, ils sont plus lourds que l'air. Et du coup, le dirigeable fait partie des aérostats. Parce qu'en fait, c'est vraiment de l'air qu'il maintient en l'air, contrairement aux aérodynes. Du coup, la vraie question, c'est pourquoi on s'est trompé tout à l'heure. Alors, je vais revenir sur la question qui nous a posé problème tout à l'heure, parce que je ne vois pas où est-ce qu'on s'est planté tout à l'heure. On va reprendre la question où on s'était trompé. Hein. Ah. Là, la mauvaise classification. Et on avait dit que c'était les aérostats. Mais c'était les ballons alors. Non, parce que le ballon, il est bien porté par de l'air. Ça doit être le parachute. Parce que le parachute, techniquement, il descend, mais c'est pas lié à la poussée d'Archimède. Ah. Il n'y a rien qui le maintient vers le haut. C'est juste qu'il est ralenti dans sa descente. Donc je pense que le B, il n'était pas bon à cause des parachutes. Je pense que le parachute, il ne doit pas faire partie des aérostats. Je sais pas, il faut que je regarde. Un aérostat, si, il y a bien le parachute dedans. Eh bien, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas pourquoi à la question 5 là, c'était la B. Je comprends pas. Il faudra qu'on demande à Kevin parce que je sais pas. Alors, est-ce que c'est le site qui a fait une erreur? Ça peut arriver hein, sur leur correction. Je sais pas. Mais non, c'est bon, puisque là, c'est le parachute qui n'est pas dans les aérostats. Non, il fait partie. En vrai, je viens de vérifier. Le parachute fait partie des aérostats. Voilà. Il y a des aérostats non motorisés, il y a des aérostats motorisés. Donc c'est pas le dirigeable parce que le dirigeable il fait partie des aérostats. Donc il reste que le ballon en fait. Mais le ballon il fait partie. Donc c'est forcément le parachute. Je vais chercher, excusez-moi. Là j'avoue que parachute. Effectivement, le parachute ne fait pas partie des aérostats. Voilà pourquoi c'était pas bon tout à l'heure. Ok? Ouais, exactement. C'est le parachute, il se fait ralentir dans l'air, mais il vole pas grâce à l'air, quoi. C'est pas lié à la poussée d'Archimède. Ok, bon, ben du coup, vous voyez que des fois, c'est quand même l'interprétation, elle est pas. Je vous avais dit, hein, il y a quelques questions qui des fois sont tournées un peu. Enfin, faut vraiment beaucoup réfléchir et connaître bien les définitions. On en était où? Donc là, le dirigeable, il fait partie des aérostats. Ok? Donc dirigeable fait partie des aérostats. Ouais. Pour garantir la symétrie du virage, on utilise quoi? Le manche, le palonnier, le volant ou le compensateur? Alors, là, il faut se souvenir de quel est l'indicateur me dit que je ne suis pas dans un vol symétrique. Et une fois que je me souviens de quel indicateur me dit je ne suis pas dans un vol symétrique, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je peux changer. Donc Emma propose le palonnier. Parce qu'effectivement, pour savoir si je suis en symétrique, j'utilise là. C'est quel indicateur sur mes indicateurs qui me dit que je ne suis pas en vol symétrique? C'est la bille. Ouais, effectivement. Emma, c'est la bille. La bille me dit que je ne suis pas en symétrique, ça veut dire que j'ai du lacet. Comment je corrige un lacet ou comment je corrige la bille? Avec le palonnier. Et je mets du palonnier du côté de la bille. L'Archon indiqué sur un anémomètre indique la vitesse à ne jamais dépasser, la plage de vitesse à ne pas utiliser en atmosphère turbulente, la plage de vitesse où on utilisera des volets, ou sinon la vitesse maximale avec le train d'atterrissage sorti. Donc là, normalement, cette question-là, je pense qu'elle ne pose pas trop de problème. Et donc, c'est effectivement plage blanche, plage autorisée pour les volets. Plage jaune, alors j'ai ensuite la plage verte, qui est le truc normal et tout ça. Plage jaune, j'ai le droit d'y aller, mais que si je suis en atmosphère calme. Et plage jaune, du coup, je ne dois pas y aller en atmosphère turbulente. Et qu'est-ce qui m'indique la plage où j'ai la vitesse à ne jamais dépasser? C'est un trait rouge.